Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve cette année après une dizaine d'épisodes, un peu plus en 2022, une nouvelle année avec de nouveaux épisodes, de nouveaux invités incroyables, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a un CV, un parcours impressionnant, revenir sur toutes ses qualifications, ses formations et son palmarès, ça prendrait un podcast entier. En tout cas, j'ai l'immense plaisir de recevoir un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, du MMA et des arts martiaux, une carrière très étoffée en tant que combattant, formé par Emmanuel Fernandez à Pythagore. Aujourd'hui, il est coach, préparateur physique, préparateur mental. C'est un expert de l'optimisation de la performance sportive, qu'elle soit technique, physique et mentale. C'est aussi un passionné de force athlétique, de tatouages et de barbe bien taillée. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Michael Delaveau aujourd'hui dans Méditation. Salut Michael, comment ça va? Eh ben, écoute, merci Paul pour cette invitation. Je suis très honoré d'être à l'honneur sur ta chaîne aujourd'hui. Ton travail est très qualitatif, donc du coup, j'adore pouvoir partager le peu que je sais et de mettre mes pierres à l'édifice d'une chaîne qualitative comme la tienne. Donc c'est un énorme honneur et avec plaisir que je suis avec toi aujourd'hui. Yes, ben tout le plaisir est pour moi et pour ceux qui nous écouteront aussi, je l'espère. Je suis vraiment content aussi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur tout ce qui est optimisation de la performance, notamment sur la question de la préparation mentale et du jiu-jitsu brésilien, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu plus dans ce podcast. J'ai sûrement oublié plein de choses dans la petite présentation que j'ai faite de toi en introduction. Est-ce que tu peux te présenter toi de la façon que tu veux aux auditeurs et auditrices du podcast? OK, bon, bah, non, mais la présentation était très bien. Après voilà, moi j'ai un peu de mal avec tout ça et un peu de mal avec les présentations et autres, mais ouais, voilà, c'est donc Mickaël Delaveau, comme tu l'as dit, j'ai 38 ans maintenant. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que, je suis, élève de Emmanuel et Frédéric Fernandez, donc l'académie Pythagore, dans laquelle j'ai vraiment commencé, mes armes au club à Poitiers, donc dans ma ville natale, il y a plus d'une vingtaine d'années largement, voire presque 25 ans, avec Samuel Jude, donc qui tient maintenant Cabuto à La Rochelle, excellent préparateur physique aussi, et donc qui était élève de Manu aussi à la base. Et voilà, donc du coup après donc un parcours à la faculté des sciences du sport et à la faculté de médecine de Poitiers, bah, j'ai décidé vraiment d'en faire mon métier et d'être sur l'optimisation de la performance aussi bien physique que psychologique. C'est pour ça que du coup j'ai vraiment fait en sorte de passer le maximum, on va dire, de diplômes et de qualifications et d'expérience surtout, parce qu'on peut avoir énormément de diplômes et pas d'expérience inversement proportionnelle et égale. C'est pour ça que du coup, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'assimiler les connaissances et de les mettre au profit justement bah, de choses qui pouvaient aider les préparations, pardon, les combattants pour vraiment les mettre dans de meilleures conditions possibles, que ce soit physique ou psychologique. Yes, super. Ben, on va pouvoir développer un peu sur tout ça, sur les différentes cordes que tu as à ton arc. Mais d'un point de vue plus global, donc toi, tu es dans les arts martiaux depuis toujours. J'ai vu des photos de toi à 6 ans avec des gants de boxe. Ouais, ouais, Ensuite, ouais. voilà, tu as Bah, pratiqué beaucoup de disciplines et tout ça. en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, pour la petite histoire, moi, je suis le petit-fils d'André Flamand, en fait, qui était un des sparring et entraîneurs de Marcel Cerdan, le mari d'Edith Oh, Piaf, le champion du monde de boxe anglaise. Et du coup, en fait, mon grand-père était champion des Émirats Arabes Unis, champion de la Ligue de Paris.
Donc du coup, j'ai un petit peu grandi, avec, ce diktat, mon grand-père s'appelait André Flamand et du coup, avec ce diktat un petit peu de la boxe anglaise, ma grand-mère et mon grand-père m'ont toujours, élevé avec, voilà, cette image-là. Moi, j'ai toujours, j'ai des images de mon grand-père, avec, le nez complètement éclaté, enfin, avec la boxe anglaise, qu'on connaît, Mmh. d'il y a plusieurs décennies. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai toujours, aimé ce milieu-là et c'est vrai qu'après arrivant en faculté des sciences du sport, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au module psychologie du sport, parce en faculté des sciences du sport, on a un module psychologie du sport sur lequel on revient énormément sur l'aspect psychologique du sport, comme son nom l'indique. Mais je me disais en fait, alors qu'on étudie en fait la réponse aux stimuli et autres, c'est très bien, c'est de la psychologie, de la bioméca et autres, pure et dure. Mais comment on fait en fait pour axer sur ces choses-là? Comment on fait? Parce que la réponse à un stimuli, par exemple, eh bien en fait, elle est conditionnée par le mental de l'athlète. Et c'est là que je me Mmh. suis dit, ok, la préparation physique va avec un aspect mental. Mais ça, c'était il y a plus de 20 ans. Donc le métier de préparateur mental n'existait pas encore. Ou alors il Mmh. était très peu développé, ou alors il était un petit peu développé sur, on va dire, des sports beaucoup émergents, notamment aux États-Unis. C'est pour ça que du coup, en fait, j'ai essayé de vraiment allez, on va dire, de me rapprocher des gens qui avaient le plus de connaissances en préparation physique en France. J'ai commencé à travailler avec René Même, donc qui était le directeur technique national de l'IFBB, donc qui travaille énormément avec des athlètes sur la relation justement esprit muscle pour tout ce qui était Mmh. culturisme. C'est pour ça que du coup après j'ai travaillé avec Lionel Lédé qui est le père fondateur de la kinésithérapie en France, qui m'a donné mon diplôme OK. d'enseignant wader et c'est là du coup en fait où je me suis dit ok donc en fait comme le dirait dans X-Files, la vérité est ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à essayer ouais, on va dire d'intellectualiser vraiment la préparation physique et la préparation mentale. Et c'est là qu'avec Manu, enfin avec Manu et Manuel Fernandez, on s'est dit bon voilà, vu que si j'avais dû être un Khabib ou un Conor McGregor, ça se serait su. Donc du coup, on va essayer de faire de toi un bon entraîneur. Et c'est pour ça que du coup, après, j'ai passé le maximum de certifications, de formations, de voyages, de rencontres, de boxeurs à préparer pour vraiment faire en sorte que du coup, tout ce que j'avais en tête, je puisse le mettre en place sur le terrain. Et ça a marché vu on a travaillé avec 4 champions du monde actuellement. On a été décoré par le Trophée des champions et la médaille du ministère de la Jeunesse et des Sports par l'ancien Premier ministre Édith Cresson. Enfin voilà, il y a vraiment des choses sur lesquelles on est content d'avoir été poussé ou d'avoir poussé entre guillemets le bouchon aussi loin parce que c'est ce qui nous a donné autant de billes pour faire en sorte que les athlètes soient aussi bien prêts dans leur corps que dans leur tête. Excellent, super, intéressant. Donc il y a même un côté un peu précurseur dans ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, la préparation mentale, je pense qu'on en parlait très peu. Même la préparation physique dans le sport de haut niveau était pas encore, systématisée comme elle l'est aujourd'hui. Ben c'est exactement ce que tu dis. C'est pour ça que du coup, il y a certains sports émergents où, du coup, ça fait partie maintenant intégrante, la préparation physique, des entraînements, de la périodisation de l'entraînement et autres. Alors qu'avant, en fait, on se contentait d'aller à l'entraînement, on essayait d'être bon à Mmh. l'entraînement et on essayait de reproduire ce qu'on faisait à l'entraînement. Sans qu'il y ait cette dimension, en fait, de mésocycle et autres ou alors, sans qu'il y ait cette dimension de, comme je le disais précédemment, de périodisation de l'entraînement et d'optimisation de la performance. On essayait d'être Ouais. qualitatif à l'entraînement, on essayait de faire le maximum qu'on pouvait à l'entraînement et de reproduire à l'entraînement ce qu'on allait faire en compétition ou inversement, sans se soucier du mental de l'athlète, du mental du staff, des conditions physiques du staff, des conditions physiques de l'athlète, même des conditions physiques et mentales de l'entraîneur, parce que c'est un sport individuel, mais qui se prépare en équipe. Donc c'est pour ça que du coup, en fait, il y avait des dimensions qui étaient totalement différentes, et que ça soit la fixation d'objectifs, la motivation, la confiance en soi, la création de routines, les discours internes, l'imagerie.
l'imagerie mentale dont je me sers énormément, la projection et la gestion du stress et la concentration, c'était des notions qui étaient totalement abstraites en fait il y a une vingtaine Ouais, d'années. Et c'est là où j'ai c'est commencé à me dire, ouais, mais en fait, un athlète, c'est pas qu'un mec qui soulève des barres ou alors qui va sur le tapis ou dans une cage. C'est aussi quelqu'un en fait qu'on doit accompagner, conditionner et dont on doit optimiser la performance. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une phrase qui me tient vraiment à cœur, l'optimisation de la performance, parce que la performance peut être aussi bien physique que mentale. Et moi, c'est ce qui me plaît dans mon métier, c'est justement cette optimisation, parce que du coup, être un bon préparateur physique et un bon préparateur mental, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément psychologue, n'a pas forcément d'études en psychologie, mais par contre qui est capable d'accompagner de manière qualitative quelqu'un sur l'optimisation de la performance, aussi bien physique que psychologique. Et essayer de faire en sorte de se réveiller le lendemain en étant une meilleure personne que ce qu'on l'a été la veille, c'est déjà un gros programme au quotidien. Ouais et ça me parle énormément ce que tu dis parce que derrière, tout ce que tu dis là en termes d'optimisation de la performance, moi je vois la question de l'individualisation de la préparation et Ouais, donc de la prise en compte vraiment de l'individu dans sa globalité et donc le travail sur la performance, mais aussi sur le bien-être personnel de la personne et tu enfin moi il y a 20 ans, je devais être en CE1 ou CE2, je sais pas. Tu vois, quand je reviens en arrière et que je vois que, par exemple, Michael Jordan a été un des premiers athlètes de haut niveau à individualiser sa préparation physique et à, en plus de tout ce qu'on lui proposait, par exemple, aux Chicago Bulls, c'est que se travailler avec un préparateur physique, donc Tim Grover en l'occurrence, pour vraiment avoir une préparation physique individuelle qui lui correspondait tout à fait à son profil, mais aussi à ses objectifs, son physique et cetera. C'est donc voilà, ce que j'entends derrière, c'est l'importance de prendre en compte l'individu vraiment, son profil, son ce qui fait de lui, qu'il est unique et c'est à travers ça qu'on va optimiser après ses performances. bah, en fait, c'est exactement tout ce que tu dis, en fait, si tu veux, ça, faut partir du principe que, si tu veux, la préparation physique et la préparation mentale sont devenus vraiment un métier aux alentours des années 90. Donc ce que tu es en train de dire par rapport à Michael Jordan, l'époque des Bulls et tout machin, on est en plein dedans. Clairement, on est Mmh. en plein dedans. Pour la simple et bonne raison que, du coup, en fait, avant, comme je te le disais, on voyait un sport d'équipe et du coup, en fait, on ne travaillait que la cohésion d'équipe sans se soucier de l'individualisation, comme tu le dis. Sauf que, bah, pour être une équipe, c'est constitué de plusieurs individus. Et si on Mmh. n'individualise pas en fait la préparation, qu'elle soit physique ou mentale, bah, on se retrouve avec une cohésion en fait qui est presque factice en fait. Elle est présente, mais elle n'est pas efficiente. Et Mmh. c'est là, en fait, où du coup, les gens ont commencé à se dire: «Ah OK, d'accord, mais on va peut-être commencer à exploiter justement les points forts de chacun et de travailler sur les axes de progrès». Jamais parler on va dire, de points faibles ou autres, mais vraiment d'axes de progrès, d'axes d'amélioration de chacun, Ouais. pour faire en sorte que, si chaque personne est épanouie et optimisée individuellement, et beh, chaque équipe en fait et chaque personne de l'équipe surtout va en sortir bénéfique. Et c'est pour ça que pas mal de sports d'équipe, pour rebondir sur l'exemple que tu as cité, ont énormément travaillé sur cet aspect de préparation physique et préparation mentale. Et voilà. Et après, bah forcément, nous, sur les sports de combat, ça a été un peu plus pris au sérieux, dans le sens où on s'est bien rendu compte que bah, pour tenir 3 fois 5 ou 5 fois 5, à un moment donné, il fallait forcément autre chose que du talent. Alors, il y a énormément de combattants et autres qui ont fait toute leur carrière au talent, et je leur tire mon chapeau parce que je sais même pas comment ils ont fait. C'est vraiment pour moi des génies. Moi, quand je vois des mecs comme Manu qui ont gagné le Cage Warrior, qui ont gagné le F3X, enfin Juju qui a gagné les championnats du monde de jiu-jitsu brésilien ou autre. Enfin, je pourrais te citer vraiment pas mal de gars avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui ont gagné énormément de choses au talent. Putain, mais tu te dis, waouh, c'est la folie, quoi, parce que du coup, il n'y avait pas encore cette notion de prépa physique et de prépa mentale qui allait justement pousser ces gars-là vers le haut,
pour optimiser la performance. Et ça, c'est ouf parce que du coup, maintenant, en fait, dans le niveau et dans le monde dans lequel on évolue, s'il n'y a pas d'optimisation de la performance via la préparation physique et mentale, ça va pas aller loin. C'est pour ça que la Mmh. professionnalisation du sport, notamment via la médiatisation du MMA et du jiu-jitsu brésilien, fait que notre métier, nous, de préparateur physique et de préparateur mental, maintenant prend tout son sens et a une place non négligeable et surtout non négociable presque au sein des staffs de toutes les équipes au monde, que tu prennes la Tristar, que tu prennes la Brazilian Top Team, que tu prennes toutes les équipes que tu veux, ils ont ou même n'importe quel, même si tu prends des sportifs en individuel, hein, pour prendre des mecs Mmh. super connus comme, enfin, pour que nos auditeurs vraiment comprennent, qu'on parle de Cyril Gane, de Francis Ngannou, de John Jones, de Stipe Miocic. Enfin, là, je t'ai sorti que des lourds parce que c'est des mecs de ma catégorie, mais tous les mecs comme ça ont un préparateur physique, voire deux, et ont un préparateur mental, voire deux, pour justement, encore une fois, les accompagner dans toutes les échéances sportives qu'ils ont et dans toutes les, on va dire, les mésaventures que peut avoir un sportif professionnel avec les hauts et les bas que l'on connaît. Yes, ouais, super, super. Il y a plein de petits trucs sur lesquels je veux revenir là, notamment sur la place de la préparation mentale dans les arts martiaux. Mais je reviens juste un petit peu en arrière, donc parce que j'aimais bien le fait que tu nous partages que donc les arts martiaux dans ta vie, finalement, c'est une histoire de famille. Et j'aime bien ces histoires-là. Et donc, d'un point de vue plutôt justement global, d'un point de vue mental, psychologique, personnel, qu'est-ce que t'ont apporté les arts martiaux, toi, dans ta vie? Mais moi, clairement, en fait, pour ceux qui nous écoutent, moi je fais 1,88 m, je fais entre 125 et 140 kilos en fonction des moments de l'année, en fonction de si je dois manger un Kinder Bueno ou deux. Non, mais trêve de vanne, c'est vrai que je suis un poids lourd, voire très lourd. Et c'est vrai que du coup, en fait, je me suis dit, bon, sachant que du coup, tu seras pas un combattant hors norme, que tu seras pas toi-même champion du monde un jour, et que du coup, tu ne seras jamais, comme je l'ai dit en début de podcast, un Khabib ou un McGregor, sur quel aspect tu peux essayer d'être différenciant par rapport aux autres. Et c'est là, du coup, en fait, où je me suis dit, en fait, c'est le mental. Mais le mental, ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Et c'est quand j'ai compris, en fait, Mmh. que l'optimisation de la performance, même dans la vie de tous les jours, le fait de se créer de l'objectif, donc des fixations d'objectifs, de travailler la confiance en soi, le fait d'avoir un discours interne, donc la manière dont on s'exprime envers le monde et la manière dont on se parle à soi-même est totalement différente. C'est ce qu'on appelle le discours interne. Et ce Mmh. discours interne-là, c'est entre guillemets le fait, la capacité qu'on a à se juger. Et du coup, en fait, quand je me suis dit, ok, mais comment faire pour augmenter cette confiance en soi, cette création de routine, ce discours interne, l'imagerie mentale ou même la gestion de mon stress au quotidien, je me suis dit, mais mec, tu es en train de faire de la préparation mentale sur toi. Donc, si tu Mmh. arrives à la mettre au quotidien sur toi, mais je te parle de ça, j'avais 16 ou 18 piges, hein. Ouais, Je ouais, me ouais. suis Tu dit, et quand je suis rentré en fac de sport et que du coup, en fait, je m'en rappelle très bien, le mec qui gérait les CM s'appelait Abdelrahini Ben Raïs. Il gérait tout ce qui était neuro et psychologie du sport. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, mais c'est génial. Ça veut dire que à un moment donné, les limites physiques vont être atteintes, mais par contre, les limites psychologiques, elles, limites sont inatteignables. Parce que du coup, et c'est vrai, quand tu as deux athlètes à forme égale et à technique égale, qu'est-ce qui va faire la Mmh. différence? La préparation mentale. Et la Ouais, tout préparation un tas de mentale, compétences comme la concentration, la gestion des émotions, du stress et exactement. Voilà, tu as ouais. tout compris. T'as tout compris, tu as tout dit, tu as tout résumé. Et c'est là où je me suis dit que du coup, en fait, on était dans les années 2010, enfin 2005, 2010, il y a une vingtaine d'années. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais du coup, en fait, si à physique égale et à technique égale, il n'y a plus de levier pour optimiser et que du coup, on peut optimiser uniquement sur la préparation mentale, vas-y, essaye de vraiment
pousser vraiment le truc au plus loin, quoi. Donc plutôt que de partir sur, vraiment, les facs de psycho ou alors, partir sur des modules ou des diplômes universitaires complémentaires pour travailler cette dimension psychologie du sport, bah, j'ai préféré en fait, me faire un avis personnel donc, via les voyages, via les rencontres et surtout, le jiu-jitsu brésilien et c'est vraiment au niveau du jiu-jitsu brésilien que j'ai vraiment trouvé, heu, une, hem une histoire vraiment, bah, je sais pas si les auditeurs, sont conscients, de comment a été créé le jiu-jitsu brésilien, mais c'est vraiment, voilà, comme le dit, très bien Royler Gracie, le nom des Gracie a été écrit vraiment dans le sang, dans la sueur et dans les larmes. Donc c'est pour ça que du coup, moi quand, tu dis que le nom de ton nom de famille a été écrit dans les larmes, moi j'ai commencé vraiment à chercher pourquoi et quand tu commences à voir des mecs comme Rickson Gracie qui sont invaincus clairement et qui ne gèrent entre guillemets leur quotidien que par de la préparation mentale, des exercices de respiration et tout ce qui va avec le mindset du jiu-jitsu brésilien. Bon, j'ai trouvé que ce sport était vraiment magique parce que en plus de donner une mobilité au corps, une conscience du corps dans l'espace et d'être le l'art martial qui allait révolutionner à l'époque en 1993 l'UFC par les Mmh. victoires de Royce Gracie. Bon là, il y avait c'était tiercé gagnant comme on dit parce que du coup on avait un art martial qui était le plus efficace en MMA et on avait aussi un gros background dans cet art martial de préparation mentale parce qu'il y avait une dimension justement mentale, respiratoire et autres qui faisait que du coup en fait, c'était, enfin moi j'ai vraiment trouvé, mon échappatoire et vraiment, ce que je voulais faire de ma vie, à cette époque-là, quoi. Ouais, c'est vrai que sur l'histoire de la famille Gracie, on est sur un truc carrément un peu mythologique, quoi. C'est Ouais, de la exactement, ouais. mythologie grecque et tout ça, c'est assez fascinant et pour le coup, c'est vrai que Rickson Gracie, lui aussi, il a été hyper précurseur dans l'entraînement mental. Peut-être pas, la préparation mentale comme on l'entend aujourd'hui, comme une discipline avec plein de choses qu'on connaît, mais vraiment le fait de dans son protocole d'entraînement, technique, physique et tout, intégrer tout un tas d'outils justement pour travailler cette dimension mentale, que ça soit le calme, la concentration, la gestion du stress, des émotions, la combativité, et cetera. Mais en fait, ouais, bah, encore une fois, et je me répète, mais t'as tout résumé. C'est-à-dire que ça soit Rickson Gracie qui était précurseur dans la préparation mentale parce qu'il intégrait énormément en fait, bah, justement l'aspect mental dans le combat. Et moi, Mmh. je me souviens très bien d'une des premières interviews qu'il a fait avec son père, donc Helios Gracie, où il disait qu'il pensait que le jiu-jitsu brésilien était presque plus mental que physique. Ouais. Et en fait, cette Ouais. phrase-là, au début, et pour la plupart des gens qui pratiquent un sport de combat ou le MMA moderne, on va dire, ils vont dire: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Plus mental que physique, n'importe quoi. Quand Mmh. tu es dans la Mmh. cage et que tu prends des pains, point final». Et en fait, non. Et c'est là où du coup, au début, je pense que, ouais, il avait tout compris, il avait tout compris. Et pourquoi il avait tout compris? Parce que son père, bah, il faisait 1,75 m pour 75 kilos et que du coup, en fait, il a voulu prouver au monde entier que du coup, bah, le jiu-jitsu brésilien, via la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de son corps, faisait que du coup, à 75 kilos, on pouvait aller défier des mecs, bah, qui en faisaient, 100, 110, 120, qu'ils soient boxeurs, lutteurs ou autres. Et tout ça par la force et la conviction de ce qu'on a travaillé et en outre, bah, forcément, ce que eux avaient travaillé, c'était justement la gestion du corps, la mobilité, les clés articulaires, la gestion de la respiration. Faut pas oublier que là-bas, bah, du coup, c'est aussi, il y a beaucoup de connotations avec le surf pour tout ce qui est jiu-jitsu brésilien et connotations avec la Ouais. nature. Donc c'est des sports qui, ramènent énormément à la gestion, bah, du stress, la gestion des émotions et la gestion de la respiration. Donc forcément, pour moi, ces mecs-là étaient énormément précurseurs de ce que on applique aujourd'hui pour le jiu-jitsu brésilien moderne et pour le MMA moderne. Ouais, le lien avec le yoga aussi que qu'il Exactement, pratiquait beaucoup exactement, et
Aujourd'hui, on voit de plus en plus de sportifs professionnels se tourner vers le yoga pour des questions, on va dire, physiques, de mobilité, de souplesse, mais aussi mentales, de concentration, de gestion du stress, de Et calme, et cetera. exactement, exactement. Et là, tu vois, j'animais, avec Emmanuel Fernandez, un camp pour la préparation, des championnats d'Europe, donc la semaine dernière. Et Mmh. une des préparations qui a le plus, plu sur les 4 jours de camp d'entraînement pour les championnats d'Europe, c'était la dernière journée sur justement la gestion des émotions entre les combats et la Yes. gestion de la respiration via des exercices de pranayama, Mmh. pour justement le retour au calme entre 2 combats ou entre 2 compétitions. Et quand tu arrives à sensibiliser 51 personnes, parce qu'on était 51 sur le tapis, à la respiration entre combats ou entre 2 échéances, c'est Mmh. vraiment cool parce que je suis pas sûr que s'il y a 20 ou 30 ans, tu tenais, un discours comme ça dans une salle remplie de gars qui font du jiu-jitsu ou remplie de gars qui font du MMA, ils t'auraient dit: «Bon écoute mec, va prendre tes champignons à côté et garde la pêche, quoi». Et c'est exactement là où je voulais en venir et j'avais cette réflexion, si tu veux, cette semaine-là, en préparant le podcast. Ça me fait très plaisir d'ailleurs ce que tu dis par rapport au yoga, au pranayama, donc qui sont tous les exercices et les techniques de respiration qui sont issus du yoga. En fait, je me disais, préparation mentale, méditation, respiration, arts martiaux, souvent j'ai l'impression, c'est ma sensation à moi, que ça a été vu comme, peut-être une faiblesse, le fait de travailler son mental, c'est comme si on avait une faiblesse mentale ou alors quelque chose d'un peu perché, d'un peu bizarre, comme tu dis: «Retourne avec tes champignons», tout cela. Ben en fait, Alors que ce que tu fi dis, je te coupe et je m'en excuse ouais, parce que ce dis-moi, que tu dis-moi. dis, en fait, j'ai longtemps, combattu contre ça parce que en fait, c'est un petit peu comme dans la vie. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est comme si aller voir un psychologue, c'était être fou. Mmh. Et moi, en fait, tu vois, j'ai horreur de cette phrase-là. Aller voir un psychologue, ça veut dire que du coup, on va voir quelqu'un qui a des connaissances que l'on n'a pas. Est-ce que quand tu as mal au ventre, tu as peur ou tu as honte d'aller voir un médecin? Non. Quand tu as une Ouais. entorse, est-ce que tu as peur d'aller voir un kiné ou est-ce que tu as honte d'aller voir un kiné? Non. Donc pourquoi quand tu as un problème dans ta vie de tous les jours, tu aurais peur d'aller voir un psychologue? Je comprends pas. Exactement de la Ouais, même ouais, ouais. manière de pourquoi quand tu es un sportif professionnel, tu as un problème sur la périodisation d'entraînement, sur la gestion de l'échec, sur la création d'objectifs, sur la protection de l'ego. Enfin bref, on pourrait parler d'items de préparation Mmh. mentale pendant 1000 ans. Pourquoi ça serait une honte? Justement, au contraire, c'est génial. Ouais. De le reconnaître, de l'accepter, de travailler dessus. Comme à un moment donné, un sportif de haut niveau qui va se dire: «Je veux améliorer ma force» ou «Je veux améliorer mon explosivité», je me tourne vers un préparateur physique, tout naturellement, tu vois? C'est pour ça que du Donc coup, en fait, ce que tu étais en train de dire est très intéressant et que je pense que le MMA moderne et le jiu-jitsu brésilien moderne ont rendu nos métiers plus accessibles et enfin plus accessibles, plus médiatisés dans le sens où on a vu des gens comme Frédéric Delavier, Clément Marcoux, des préparateurs physiques vraiment mmh aller au bout des choses et on a vu des gens comme Anaël Malherbe au niveau de l'INSEP être accompagner des gens. Je crois qu'Anaëlle Malherbe, elle a dû accompagner, au final, elle doit avoir, je suis en train de chercher les chiffres, je les ai pas, mais je serais pas menteur si je crois que cette fille-là, elle a accompagné 40 médaillés olympiques. C'est la personne qui accompagne Teddy Riner sur l'aspect psychologique Alors, ou? je crois que Teddy Riner, il a ses D'accord, propres OK. préparateurs mentaux parce qu'en fait, il faut Mmh savoir mh que mh. après, quand tu es au sein de l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'éducation et de la performance, si tu veux, quand tu es au sein de l'INSEP, après, tu dépends aussi de tes fédérations. Donc si tes Ouais. fédérations et ton propre staff te mettent quelqu'un à disposition, ça sert à rien d'avoir un double emploi. Mais Anaëlle Malherbe, moi je sais que c'est la psychologue avec qui j'ai passé ma certification de préparateur mental. C'est celle qui s'occupe du programme vraiment de préparation mentale à l'INSEP, donc vraiment Mmh. qui est l'institution la plus prestigieuse dans notre pays pour tout ce qui est de la performance.
Ouais. C'est des gens vraiment, comme on était en train de le dire, qui accompagnent énormément d'athlètes. Et voilà, maintenant, pour rebondir sur ce que tu as dit, ça n'est plus une tare d'aller voir un préparateur physique ou d'un préparateur mental. Justement, nos métiers sont devenus indispensables et maintenant, on écoute le préparateur mental et le préparateur physique au même titre qu'on écoute le coach. Et ça, c'est vraiment cool parce que du Ouais. coup, en fait, les gens ont vraiment compris et c'est rentré dans ouais, dans le commun et dans le collectif que du coup, bah, notre métier, il est vraiment pas dénué de sens, bien au contraire, et que les performances n'ont jamais été aussi bonnes que depuis que les athlètes sont, on va dire, accompagnés de préparateurs mentaux et les athlètes ne sont enfin sont encore plus on va dire vraiment pas contents de faire leur métier, mais c'est vrai qu'un athlète est beaucoup Épanoui. plus ouais, voilà, exactement. Des athlètes sont Mmh. beaucoup plus épanouis, physiquement et donc forcément psychologiquement, depuis qu'on est avec eux et depuis qu'on forme vraiment une team, un staff et qu'on œuvre tous, pour faire en sorte que du coup la performance soit là. Et moi je trouve que justement, la performance, elle est belle et ce qu'on est en train de vivre en ce Mmh. moment, via nos métiers est très beau. Moi je trouve ça très beau. Ouais, et là où je voulais en venir justement sur cette question de la préparation mentale, de l'entraînement mental et des arts martiaux, c'est que peut-être là, on a une sorte de retour aux sources, de retour aux fondamentaux, parce que quand on y pense, dans l'aspect traditionnel des arts martiaux, que ce soit dans la philosophie samouraï, la philosophie des Shaolin, du judo, du jiu-jitsu, la dimension mentale, elle était totalement intégrée à la pratique. Elle avait même une place prédominante par rapport à la force et au physique peut-être à ce moment-là, à C'est travers notamment la méditation et cetera. Ça s'est perdu un petit peu et là on est en train de revenir à cette importance de l'entraînement mental dans les arts martiaux. C'est exactement là, tu viens de toucher un point très intéressant parce que comme je c'est en fait, il est intéressant parce qu'il est paradoxal. Si tu veux, en fait, je sais pas si, le bushido, en fait, si tu veux, ça te parle, c'est le code d'honneur des Ouais, samouraïs, si, en ouais. fait. Et Mmh. du coup, en fait, si tu veux, le code d'honneur des samouraïs, il repose vraiment sur 7 vertus essentielles. C'est l'honnêteté, le courage, la bonté, le respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Et si tu Mmh. veux, en fait, ça, le Bushido, c'est des livres, en fait, bah, qui datent pas du mois d'octobre, hein. On est sur des livres qui datent de plusieurs Mmh. centaines d'années. Mais par contre, on est sur quelque chose qui, encore une fois, véhicule énormément d'aspects mentaux. Énormément Bah, d'aspects ouais. mentaux. Donc, encore une fois, on n'a rien inventé. On a juste Mmh. repris, en fait, ce qui se passait dans les arts martiaux ancestraux. Mais par contre, Mmh. on l'a mis à la sauce entre guillemets moderne pour pouvoir l'intégrer bah, dans les sports modernes en fait. Ouais, Et, ouais, c'est ça complet. Mmh. et ce qui se passe en fait, c'est juste que du coup en fait avant le mental, mais il y a rien, il y a juste à voir avec la religion. Si je fais un parallèle avec la religion, avant la religion était très présente dans le commun des gens et maintenant elle s'est un Mmh. peu effacée et elle revient un petit peu. Et bien là, en fait, c'est exactement ce qui se passe avec la préparation mentale. La préparation mentale était très présente en fait avant dans les arts martiaux. Elle est partie un petit peu et là, en fait, elle revient. Et du coup, en fait, il n'y a aucun parallèle à faire entre la préparation physique, la préparation mentale et la religion. C'était juste pour expliquer à nos auditeurs que du coup, en fait, au même titre que la religion, eh ben, la dimension mentale dans le sport et dans les arts martiaux a toujours existé. C'est juste qu'elle a été évincée au profit de la préparation uniquement physique et que du coup, en Ouais. fait, maintenant, elle reprend sa place et ses lettres de noblesse. Par contre, parce qu'on se rend compte que du coup, bah, on ne peut pas avancer et on ne peut pas être efficient sans préparation mentale et sans préparation physique. Ouais, et en l'occurrence, quand on parle des samouraïs ou des Shaolin, c'est totalement lié au bouddhisme et tout ce que ça implique, le bouddhisme, en termes d'entraînement mental. C'est-à-dire, c'est des gens qui passent des heures et des heures à méditer sur, leurs qualités, sur leurs défauts, sur, l'acceptation, sur la vie en général et sur le fait de justement d'être maître de ses émotions, d'être maître de son esprit. Et donc c'est ça qu'on peut garder justement de ces traditions et des
voilà, de cette tradition ancestrale des arts martiaux et j'ai l'impression que ça s'était perdu comme tu dis et que ça revient et c'est plutôt une bonne chose parce que bien sûr on l'adapte, maintenant c'est devenu une discipline à part entière la préparation mentale. Mais en tout cas, le fait de voir un retour de l'entraînement mental au cœur de la pratique du sport et des arts martiaux en particulier, moi ça me fait bien plaisir et donc je pense qu'on a plein de choses à aller, tirer justement de ce genre de philosophie. Il y a plein de livres d'ailleurs, il y a plein de bouquins sympas sur, la philosophie, l'entraînement mental des samouraïs, des Shaolin et cetera. Mais comme tu l'as dit, bah, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, le judo, sort son essence, on va dire, mentale du bouddhisme et c'est vrai que du Mmh. coup, encore une fois, faut pas oublier que le bouddhisme est une religion. Donc c'est pour ça que Mmh. tout ce qui est attrait à la méditation et tout ce qui se passe à côté, le judo, faut pas oublier que le judo, ça veut dire la voie de la souplesse. Donc encore une fois, il y a un code d'honneur, il y a une grosse, Mmh. part de préparation et de travail mental dans ces arts martiaux ancestraux. C'est pour ça que du coup, en fait, le retour aux sources, il est presque, non négociable, en fait. Il est, non négociable et il fait du bien à notre société moderne, je trouve. Le fait Mmh. de Ouais, pouvoir se retrouver mentalement, grâce à des sports comme le jiu-jitsu brésilien, le fait de pouvoir se reconnecter avec son corps, le fait de pouvoir se reconnecter avec son esprit, le fait de pouvoir prendre du temps pour soi et de préparer cette dimension mentale qui était très présente, comme on l'a dit, avec des arts martiaux pour citer que celui-là, le judo par exemple, ou alors vraiment le bouddhisme, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Moi, je trouve que ce mode de vie-là, manque à notre société moderne et le fait qu'on puisse se reconnecter à des notions basiques au final, mmh. qui étaient vraiment très présentes il y a des centaines d'années maintenant, parce qu'on est en 2023, et du coup, maintenant qu'on puisse, avec la société moderne, se reconnecter à des notions aussi basiques que celles-là, je trouve ça Ouais, très bien en fait pour l'être humain et pour les pratiquants de jiu-jitsu brésilien ou autres ouais. qui ont besoin vraiment de se reconnecter à des notions fondamentales. Ouais, c'est ça, il y a la question de l'entraînement mental, des techniques d'entraînement mental et tout ce que tu dis, donc la question du code moral et des vertus martiales qui sont véhiculées par les arts martiaux, par exemple le judo et le jiu-jitsu et qui peuvent apporter justement énormément à un individu dans sa vie de tous les jours, dans la relation qu'il a à lui-même et qu'il a aux autres Bah, et cetera. c'est exactement ce que tu dis, est profond et j'adore, cette notion-là parce que du coup, ce que j'aime justement dans mon métier et dans le jiu-jitsu brésilien, et forcément dans le MMA parce que, bah, moi je reste un fervent défenseur du jiu-jitsu brésilien dans le MMA. Il y a cette dimension mentale qui fait que du coup, on en a besoin en fait. Maintenant, c'est presque primordial. C'est pas pour rien que toutes les applications qu'on voit fleurir sur les iPhones, genre Petit Bambou, tous Mmh. les trucs comme ça de méditation et tout, on le vend en poupe Mmh. parce que les gens ont besoin de ça maintenant. On vit dans un monde Ouais, où tout va trop vite. Tout va trop vite, tout va trop loin. beaucoup de Ça devient n'importe distractions, de quoi. sollicitations, ouais. Ouais, voilà, exactement. C'est cette sursollicitation qui fait que du coup, on a besoin de se reconnecter à des choses essentielles. Et les choses essentielles physiques, bah, passent par le jiu-jitsu brésilien. Et les choses essentielles psychologiques vont passer par la préparation mentale ou alors par l'aspect mental qu'on va donner au jiu-jitsu brésilien. Et moi, je Yes, trouve ça yes. magique. Je trouve ça vraiment Ouais. magique de pouvoir intégrer une dimension mentale dans un art martial en 2023. C'est génial. Mmh, mmh, mmh. Et moi, il y a justement une des vertus martiales ou quelque chose qui est assez important, je pense, dans le code moral, dans les codes des arts martiaux, qui me semble hyper important pour la vie de tous les jours, mais en particulier pour le sport de haut niveau, c'est la discipline. La discipline, elle me semble essentielle, même indispensable pour un sportif de haut niveau, même pour un sportif en quête de performance et aussi dans la vie d'un individu. Toi, comment tu fais pour transmettre justement un peu cette question de la discipline aux sportifs que tu accompagnes? Alors, en fait, si tu veux, la discipline pour moi, en fait, soit elle est innée, donc c'est-à-dire que la personne aime avoir, justement, une discipline qui fait que du coup, elle peut quantifier et
se créer un objectif ou alors du coup elle est à travailler. Mais limite, je préfère en fait quand c'est à travailler. Parce que du Ouais. coup, quand c'est à travailler, et ben du coup, il faut forcément essayer de trouver les motivations en fait de l'athlète. Essayer de parler le même langage que lui. D'ailleurs, il y a un Mmh. ouvrage qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui n'a rien à voir avec la préparation mentale, mais que j'ai trouvé très très bien à lire pour tous les préparateurs mentaux, parce qu'en fait, il explique que dans un couple, eh ben forcément, tu ne parles pas le même langage, pardon, que ta compagne. Et du coup, forcément, il faut apprendre à parler son langage. Mmh. Et du coup, en fait, j'ai trouvé cet ouvrage très intéressant parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, en préparation physique, et en préparation mentale surtout, c'est exactement ça. Il faut arriver à parler le même langage que ton sportif. Donc, c'est pour ça Pour que te faire trouver comprendre, pour communiquer, exactement, au voilà. mieux. Ouais. Et notamment pour trouver ses motivations. Mmh. Et trouver ses motivations, ça passe par la fixation d'objectifs. Et la fixation d'objectifs et la motivation, si tu parles pas le même langage que lui, et ben ça va être très compliqué. C'est pour ça que du coup et une fois que du coup la motivation et la fixation d'objectifs ont été trouvées avec le boxeur, le jiu-jitsuka, le jiteros ou autre, sportif dont tu Mmh. t'occupes, bah, du coup, en fait, ça va créer une confiance en soi et une confiance entre le préparateur mental et l'athlète qui vont permettre de créer une routine et cette routine va forcément créer, en fait, un peu comme un schéma en fait qui va se répéter, qui vont créer une discipline. Et cette discipline-là va créer un discours interne. Et le discours interne, ça va être si je le fais, je vais être compétent. Si je ne le fais pas, la personne que je vais affronter, peut-être que pendant que je ne suis pas en train de le faire, elle le fait. Et du coup, elle s'élève et moi pas. Et c'est pour ça que tout ça, Mmh. en fait, ben, ça se fait pas quand on est dans la cage ou quand on est sur le tatami. Ça se fait quand on est dans son lit, quand on est tout seul. Et toute cette dimension-là, en fait, toute cette discipline, elle se crée dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que la liaison entre le préparateur mental et l'athlète est très importante parce que, comme tu le disais, il faut vraiment créer une discipline et cette discipline-là, elle vient de la relation qu'il y a entre le préparateur et l'athlète et du coup, elle vient du fait que pour moi, ça n'est qu'une question de langage. Il faut réussir à parler le même langage. Si on arrive à parler le même langage et que tous les langages sont vraiment les mêmes, il y a vraiment aucun souci. Enfin, je pense, hein, moi, c'est une réflexion sur laquelle, pardon, je suis vraiment en train de travailler. Mais je trouve cette approche de la préparation mentale pour la fixation d'objectifs et pour la discipline très intéressante et très importante. Ouais, je si je comprends bien, en fait, ce que tu dis, c'est que il faut avoir une idée très précise et très claire de pourquoi on fait quelque chose pour pouvoir mettre en place cette discipline de faire cette chose, peut-être quotidiennement, en tout cas de s'entraîner sur ça. Parce que sur la motivation, je me demandais, est-ce que la motivation, elle est, elle est suffisante ou même elle est nécessaire à la discipline? Parce que ju est-ce que la discipline justement, elle bat pas la motivation dans des moments justement où tu es moins motivé, où le sportif est moins motivé à faire, s'entraîner sur tel truc ou tel truc et donc c'est, l'idée comme tu disais de garder en tête le pourquoi, comme si tu voyais 2 chemins en fait face à toi. Un chemin, si je fais ça, si je maintiens cette discipline, ce chemin il va m'emmener peut-être vers cet objectif, ce pourquoi. Si je le fais pas, beh, le chemin on sait pas, trop où il va. En tout cas, C'est il va pas exactement vers ça. ce vers quoi C'est j'aspire. exactement ça. C'est moi ce que j'appelle de la projection, c'est-à-dire que c'est la capacité, du sportif à pouvoir se projeter et c'est on est clairement dans l'imagerie mentale. C'est-à-dire que du coup, si je le fais, qu'est-ce que ça donne? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça donne? Et encore une fois, on est vraiment sur quelque chose de très important et de très qualitatif parce que du coup, c'est ce qui va conditionner cette discipline et cette discipline va conditionner la motivation. Mais la motivation va conditionner la discipline. Mais la Mmh. discipline C'est va un conditionner cercle la qui motivation. c'est un cercle qui s'entretient. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que du coup, il faut vraiment arriver à parler le même langage que son boxeur. Il faut savoir Mmh. si le boxeur va préférer les paroles valorisantes,
Est-ce qu'il va préférer les moments de qualité? Donc, les paroles valorisantes, ça va être, oh, t'es un bon boxeur, j'ai confiance en toi, patati patata. Est-ce qu'il va préférer les moments de qualité, c'est-à-dire du coup les sparring dans lesquels il va réussir à être vraiment propre sur le tapis et vraiment faire en sorte que du coup il prenne confiance en son jeu, confiance en les techniques qu'il a déjà. Est-ce qu'il va vraiment être plus sur tout ce qui est aller chercher les titres. Donc moi ce que j'appelle le langage des cadeaux de la vie, c'est-à-dire que du coup est-ce que du coup le boxeur ou Jiu-Jiteros va vraiment pardon excusez-moi pardon va vouloir aller chercher les ceintures ou va vouloir aller chercher les promotions, devenir brown belt, devenir black belt? Est-ce qu'il va vouloir aller chercher les titres, champion de France, champion d'Europe, champion du monde? Tout ça, en fait, c'est plein de langages qu'il faut apprendre à parler en tant que préparateur physique et préparateur mental pour faire en sorte d'être compris par son boxeur, mais surtout que son boxeur nous comprenne. Et s'il y a cette Mhm. communication qui arrive à se mettre en place, il y aura aucun souci sur la motivation et il y aura aucun souci sur tous les événements qu'on vient de parler précédemment parce que du coup, en fait, il y aura justement, comme on l'a dit, ce petit cercle vertueux qui fera que du coup, la motivation appellera à l'assiduité et l'assiduité appellera à la motivation. Yeah, ben, on en revient à cette approche de la préparation mentale là que tu nous proposes depuis le début, c'est-à-dire de vraiment prendre l'athlète, le sportif dans son intégralité, pas seulement par rapport à ses compétences physiques, le sport qu'il fait, etc., mais aussi justement ben, comment lui il communique, quels sont ses, voilà, les canaux privilégiés qu'il aime pour communiquer, enfin voilà, connaître l'humain tout simplement, l'individu dans son entièreté derrière le sportif pour mieux Exactement. communiquer, pour l'accompagner au mieux et proposer un accompagnement super individualisé et super, spécifique par rapport à cet individu-là, quoi. Exactement. Mais c'est là où justement, c'est ce que j'aime dans notre métier en 2023, c'est parce que du coup, tu vois, la conversation qu'on est en train d'avoir, elle prend du sens. Cette conversation-là, on l'aurait eue il y a 20 piges, Mmh. mais on nous aurait dit, mais les mecs, qu'est-ce que vous prenez pour être autant perché? Vous êtes en train de nous parler que pour soumettre un gars avec un kimono, il faut parler langage de l'amour, patati patata et tout. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Arrêtez Mmh. d'intellectualiser le sport. Sauf qu'en fait, Ouais. le sport n'est qu'une remise en question sur la performance et sur l'état d'esprit. Et dans l'époque dans laquelle on vit, encore une fois, encore heureux qu'on intellectualise un petit peu et qu'on va chercher un petit peu plus loin que le bout de notre nez pour justement faire en sorte qu'on puisse justement mettre en lumière et à profit de tous nos sportifs des notions qui, comme on le disait, datent de centaines d'années. Et je trouve ça Mmh. génial. Ouais, complètement. C'est intellectualisé, oui, ou j'aime bien moi l'expression de dire qu'à un moment donné, il faut s'entraîner intelligemment aussi. C'est-à-dire, juste aller s'entraîner, frapper dans un sac ou tourner, 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 tourner. Tu vas sûrement énormément progresser techniquement, physiquement aussi sur plein de trucs. Maintenant, si tu t'entraînes intelligemment avec un protocole d'entraînement physique, un protocole d'entraînement mental, un protocole d'entraînement technique, tactique, donc tous ces piliers-là de la performance, tes progrès et ta performance, elles seront d'autant plus rapides et efficaces à mon sens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Encore une fois, tu as tout résumé dans le sens où, à échelle égale, maintenant, on est sur le fait de vraiment essayer de s'entraîner intelligemment, de s'entraîner de manière à optimiser la performance, de s'entraîner avec une dimension mentale qui va forcément optimiser la performance et que du coup, bah, en fait, tous ces petits items mis bout à bout vont faire en sorte que le sportif se sente bien dans sa vie de sportif, dans sa vie d'homme ou de femme, parce qu'on oublie souvent de parler des femmes, mais moi j'adore Mmh. travailler avec les femmes sur les préparations mentales. Là, par exemple, on était sur le camp Europe et j'ai échangé avec des ostéos, des kinés, avec même la fille de Manu Fernandez. On travaille, j'adore beaucoup parce que contrairement à ce qu'on croit,
malheureusement, hein, vraiment malheureusement, les femmes ont un mental de fou. Enfin moi, j'adore ça. Je trouve que les femmes ont un Mmh mental de mh. fou, limite bien plus gros que celui des hommes. Et c'est vrai que Mmh. du coup, travailler sur des dimensions mentales, avec des femmes, c'est très important, très intéressant et surtout à ne pas négliger. Et comme tu le disais, s'entraîner intelligemment, bah, du coup, c'est essayer vraiment de faire en sorte d'optimiser tous ces petits items qu'on vient de citer. Et la préparation mentale est en train de devenir un item aussi important que la préparation physique. Et le jour où vraiment le préparateur mental sera aussi bien traité, rémunéré et pris au sérieux que celui qui va, entre guillemets, créer la prépa physique du judoka, du jujitero, du jujitsuka ou du boxeur, on aura fait un grand pas. Et d'ailleurs, Mmh. c'est vraiment cool que des gens comme toi prennent la parole, créent des podcasts, nous donne la possibilité d'échanger et de donner notre point de vue sur le métier parce que c'est vrai que bah, il y en a pas beaucoup. Notre métier il est quand même mis énormément dans l'ombre et c'est Mmh. vraiment cool et j'en profite pour te remercier parce que ce soit à travers les les podcasts que tu fais, les émissions que tu fais ou alors les ouvrages que tu fais. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent à aller télécharger ton e-book que tu as sorti gratuitement, encore une fois, ça, il faut vraiment le souligner. C'est gratuit. Donc, encore une fois, il y a peu de choses gratuites dans cette société. Et la seule chose qui est gratuite, c'est justement la culture générale, l'optimisation de soi. Et toi, tu as sorti un ouvrage sur l'optimisation de soi gratuitement. Donc Mmh. ça, c'est génial. Ça ne coûte rien, à part du temps. Et du temps, tout le monde en a. Bah, écoute, merci, merci, merci pour ces petites paroles. Merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Pour le e-book, du coup, oui, c'est un petit manuel de préparation mentale qui est plutôt destiné aux pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Et donc, vous pouvez télécharger soit dans la description là, du podcast, soit sur ma page Instagram. Vous le trouverez assez facilement. Et l'idée, oui, c'est de partager un peu toutes ces connaissances, toute cette expérience que moi j'accumule à travers mes différents échanges, avec des passionnés en fait comme moi et et vraiment parce que je trouve que c'est hyper utile en termes d'amélioration de la performance, qu'on soit amateur ou professionnel, on a envie de progresser dans le sport qu'on fait, on a envie de s'éclater. Mais aussi en termes de bien-être et d'épanouissement personnel, ce qui est hyper important. Je me rends compte qu'on ne peut pas performer Hem, en étant, malheureux, on doit être bien, on doit être équilibré pour performer. OK, on est reparti après une petite coupure. On parlait donc de ce manuel de préparation mentale pour le jiu-jitsu brésilien, dans lequel justement j'aborde la question de la méditation et c'est là où je voulais en venir maintenant, Michael. La méditation, pareil, moi je trouve que c'est exceptionnel parce que justement c'est un outil qui est gratuit, qui est à disposition de tous, très facilement, c'est très accessible. Est-ce que toi, c'est un outil que tu utilises en termes de préparation mentale, déjà toi-même et aussi dans l'accompagnement des sportifs? Alors, la méditation, en fait, il y a j'ai pas envie de faire une généralité, mais c'est vrai que la méditation, ça va pas parler à tout le monde. La méditation, il y a des Mmh. gens qui vont croire que du coup, on va s'asseoir sous un arbre et que du coup, on va forcément boire un kombucha et que du coup, on va essayer de rentrer en communication avec Mère En Nature. transe ou ouais. Ouais, voilà, Mmh. ouais, en Mmh. transe ou alors ce que tu veux. Alors que du coup, en fait, la méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est juste de faire une introspection sur soi, sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de ressentir et d'essayer de ressortir de la méditation, soit calmé ou soit en étant dans un état forcément un peu mieux que ce qu'on l'a été avant. Ou alors, c'est un moment sur lequel on va se concentrer sur soi-même, on va s'écouter et vraiment faire en sorte que du coup, on puisse eh beh, s'accorder du temps, s'accorder de la bienveillance envers soi et vraiment être,
être en acceptation avec ce qui se passe. C'est pour ça que des livres comme par exemple Le pouvoir du moment présent, par exemple d'Edgar Tolle, sont Ouais. vraiment très importants et très bien et sont importants à lire parce que du coup, ça nous apprend même des livres un peu plus rigolos comme L'art subtil de s'en foutre, qui sont, qui Mmh. nous apprennent et qui nous aident à avoir ce que j'appelle moi la méditation moderne. Il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par la méditation, qui ne se sentent pas concernés par la méditation, mais par contre, quand tu leur fais lire Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, qui arrivent justement à se retrouver un petit peu à l'intérieur. Ou alors, par exemple, il y a L'art de la concentration aussi par Pierre Fougas, qui est un très beau livre sur Énorme. lequel, en Mmh. fait, il faut s'arrêter. Et c'est des ouvrages qui permettent justement au quotidien d'avoir une méditation et un feedback sur soi-même, un retour sur sur ce qu'on sent, sur ce qu'on ressent, et si on est sportif, un retour sur les prestations qu'on a, sur la qualité de nos entraînements, sur l'implication qu'on a dans son jiu-jitsu brésilien, sur l'implication qu'on a aux entraînements, sur l'implication qu'on peut avoir dans sa team ou alors dans son académie. Et c'est vrai que du coup, c'est des choses sur lesquelles ça nous aide énormément. Alors, il y a des petites applications qui existent sur les téléphones, mais bon, moi, je suis pas trop fan de tout ça. Mais c'est vrai que Mmh. pour tout ce qui est retour à la cohérence cardiaque ou alors des applications pour la respiration pranayama, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles, si on arrive à allier les deux, exercice de respiration plus méditation où on travaille et où on fait un feedback sur soi-même, ça n'est que bénéfique, que ça soit sur vraiment l'environnement sportif ou l'environnement personnel. C'est pour ça que j'appelle vraiment tous les gens qui écoutent ce podcast à au moins prendre 10 minutes par jour, chose qui n'est rien du tout, 10 minutes par jour. Mais je peux assurer à tous les gens qui nous écoutent que si ils ne méditaient ne serait-ce que 10 minutes par jour sur justement tous les points qu'on vient d'aborder, ça serait bénéfique. Et en 3 semaines, un mois, sachant qu'il faut à peu près une vingtaine de jours pour créer une bonne habitude, les gens seraient vraiment tous très différents. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est vrai que par méditation, en fait, on entend toute cette pratique qui tend à développer cette qualité de présence et d'observation un peu à ce qu'on fait, à ce qu'on ressent, à ce qu'on expérimente dans, comme tu le disais, une vie, une société où tout va très, très vite et on est souvent pas très concentré sur, qu'est-ce qu'on fait, même, la façon dont on marche, dont on respire, la façon dont on mange, et notamment la façon dont on fait son sport. Et donc l'idée là de la méditation dans la vie, bien sûr, ça a énormément d'effets, positifs. Aujourd'hui, les sciences, les recherches scientifiques commencent à le prouver de plus en plus, mais c'est des choses que des gens, savaient très bien parce qu'ils l'avaient expérimenté depuis, des milliers d'années. Mais surtout, l'idée justement d'être totalement présent à ce qu'on fait dans le cadre de notre pratique sportive me semble hyper intéressant, encore plus dans des sports comme le JJB ou le MMA, où la concentration, elle doit être maximale tout le temps pendant un combat. La moindre distraction, le moindre manque de concentration, il peut être fatal, tu vois? Bah, c'est exactement ça. Encore une fois, je me répète, mais tu as toutes les notions vraiment d'un préparateur mental aguerri et c'est vraiment cool parce que du coup, en fait, toutes les notions que tu évoques sont très pertinentes. À savoir que du coup, en fait, on est dans une société qui, à mon sens, ne sait plus gérer ses émotions. Et en fait, ce Mmh. qui se passe, c'est que nous, en tant que préparateur mental, notre taf, c'est d'essayer de faire au en sorte que le sportif professionnel, amateur ou autre, bref, que le sportif arrive à gérer ses émotions. Et en fait, gérer ses émotions, c'est quoi? C'est apprendre justement à faire un feedback sur soi-même. Et en fait, le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'analyser ce qui se passe autour, le fait de vraiment rentrer en communion avec son corps, de noter tous ses ressentis, de vraiment essayer de se concentrer sur les pensées qu'on a, de les débriefer et de faire en sorte de prendre du temps pour soi et de coupler ça avec des exercices de respiration, ça ne veut pas dire qu'on est perché, ça ne veut pas dire que du coup, Mmh.
on va se mettre dans la drogue le lendemain matin, ça n'a rien à voir. C'est juste que du Au coup, en fait, contraire. Mmh. comment? Au contraire, on est Ouais, d'autant plus exactement, lucide et terre à terre exactement. qu'on est vraiment en contact avec ce que l'on vit. C'est ça apporte une Mmh. lucidité, au quotidien, lucidité qui est totalement partie de notre quotidien, qui est totalement Mmh. partie Mmh. de notre quotidien et tu vois, je vais te donner une anecdote. Bon, je suis papa depuis 2 ans Ouais. et demi. Mon Mmh. fils s'appelle Aaron, je l'aime, d'un amour inconditionnel et Ouais, on lui passe le bonjour. ouais, on lui passe le bonjour à mon bébé d'amour. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que, tu vois, moi, j'ai pris énormément une claque dans la gueule, pendant ces 2 ans et demi là où je l'accompagne au quotidien. Bah, il y a eu le covid, donc si tu veux, j'ai passé énormément de temps avec lui et en fait, si tu Mmh. veux, ce qui se passe, c'est que je me suis dit que notre métier de préparateur mental, à un moment donné, alors je l'espère, hein, mais ça va relever plus du rôle des psychologues, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit: la gestion des émotions, on est adulte, on est sportif, on n'arrive pas à la faire. Tu es d'accord avec moi Mmh. que gérer nos émotions, gérer notre mental, gérer notre quotidien, arriver à prendre du temps pour nous, rester concentré et vraiment faire en sorte que du coup, on puisse avoir un feedback proprioceptif sur ce qu'on ressent et nos émotions, c'est très compliqué. C'est pas facile, ouais, ouais. Alors imagine un enfant de 2 ans qui découvre la vie. Mmh. Et c'est là où je me Et suis pourtant, dit, les enfants, ils ont cette qualité de présence, on dirait, tu vois? De justement d'être dans l'instant tout le temps qu'on perd alors en eux, grandissant. eux, au niveau de la notion de l'instant présent, c'est des champions. Mais Mmh. par contre, au niveau de la gestion des émotions, quand tu Ouais, dis à un ça enfant: sort « direct. Ne Ouais. touche pas à ça parce que tu vas te brûler », il comprend pas lui. Ne touche pas à ça, ça veut dire quoi? Te brûler, ça veut dire quoi? Donc du Mmh. coup, gestion des émotions, zéro. Et c'est là où je me suis dit, mais et c'est là où en fait on se rend compte que ce qu'on disait tout à l'heure, le langage en fait, tout à l'heure on parlait qu'il fallait parler le même langage que son boxeur ou que son jujiteros quand on était en train de le préparer. Et ben moi, en devenant papa, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle le même langage que mon fils. Ouais. Alors c'est con, hein, mais c'est une anecdote qui, encore une fois, m'a permis de comprendre que parler le langage de l'interlocuteur qu'on a en face, c'est le plus important. Et je pense que quand tout le monde apprendra à méditer et quand tout le monde apprendra à essayer de parler le langage de l'interlocuteur qu'il a en face, on aura tous fait un grand pas vers l'avant. Alors c'est peut-être un peu Mmh. utopiste, hein, comme phrase, mais moi j'aime à croire qu'un jour, ça sera cool de se dire: «Putain, je suis en phase avec ce mec-là ou avec cette meuf-là parce qu'elle comprend ce que je veux dire, parce qu'il comprend ce que je veux dire, parce qu'on est arrivé à parler le même langage que lui». Et ça, je trouve ça vraiment, encore une fois, peut-être utopiste, mais assez beau. Yes. Non, mais c'est beau ce que tu dis aussi parce que c'est vrai que quand on est préparateur mental, on a toujours énormément à apprendre de formations, de livres, de théories, d'études scientifiques et tout ça. Mais toutes les expériences un peu de la vie, notamment les expériences relationnelles, elles nous permettent justement de développer aussi plein de compétences qui peuvent être hyper utiles dans l'accompagnement de sportifs. Exactement, exactement. Et là, ce que tu dis avec ton fils, c'est ça, quoi. Ton fils, finalement, t'apprend, plein de choses qui vont te servir toi aussi dans ton métier, dans ton côté professionnel. Ah ouais, non, mais clairement, parce que du coup, moi, le fait d'avoir accompagné mon fils, vraiment, bah, avec le covid, sur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur, les premières années de sa vie, ça m'a vraiment permis de comprendre, que du coup, beh, voilà, des fois, on pouvait ne pas parler le même langage, que, l'interlocuteur, comme je le disais au préalable et que du coup, c'est ce qui vraiment allait conditionner la compréhension en face de la personne et que du coup, en fait, que ça soit, bah, mon fils qui a 2 ans et demi ou que ça soit, un poids lourd que je suis en train de préparer là actuellement, qui va faire à mon avis, très, très mal sur le circuit professionnel très prochainement, Mmh. et beh, en fait, il fallait absolument que, j'apprenne à parler leur langage et que c'était mon métier de préparateur mental de parler le même langage qu'eux. Tu vois? C'est tout con, mais par exemple, encore une fois, je vais te donner une petite anecdote, mais un peu plus personnelle cette fois-ci. À chaque fois que je parle à mon fils, je me mets à genoux, je me mets à sa hauteur. Mmh. Je Mmh. me mets à sa hauteur et j'essaye de lui faire comprendre les choses. J'essaye de vraiment faire en sorte que du coup, il soit concerné par ce qu'on est en train de dire, essayer de lui faire comprendre les choses. Il y a un dicton qui dit, «Dis-moi quelque chose, je l'oublierai. Écris-le-moi, je l'oublierai peut-être et fais-le-moi vivre, je ne l'oublierai jamais».
Pour Mmh. moi, un bon Ouais. préparateur mental et un bon préparateur physique, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait vivre les choses et qui permet d'avoir une projection mentale sur ce qu'on va faire si c'est pas forcément réalisable, mais qui permet en tout cas de se projeter pour faire en sorte que tout le monde soit impliqué et qu'on soit dans une dimension qui va nous élever tous vers le haut. Ouais. OK, donc c'est vraiment intéressant parce que tu replaces la coopération entre coach et athlète, préparateur physique ou mental et athlète au cœur finalement de la préparation et de l'optimisation de la performance. Ça serait même ça le gage de qualité numéro un d'une préparation et d'un travail avec un athlète. Pour moi une préparation, avec un grand P majuscule se résume à ce que tu viens de dire, effectivement. Une véritable coopération, ouais. OK et Exactement. donc forcément, tout un tas de compétences en termes de communication qui rentrent en compte, et Ouais, cetera. exactement, exactement. C'est ça reste la base, de tout, hein, tu vas acheter du pain, tu communiques, tu demandes à ta femme, si elle a passé une bonne journée, tu communiques. Tu, demandes à ton boxeur, si, son 3 x 5 s'est bien passé et si, il a besoin de toi pour, optimiser telle ou telle filière énergétique ou alors, comment il se sent par rapport à un deuil, par rapport à, les choses de la vie, dont on peut tous être acteur ou spectateur, ça n'est que de la communication. Mmh mh. Mmh. C'est pour ça que les OK. bons préparateurs mentaux sont avant tout des bons communicants. Alors, des bons communicants avec leur athlète, hein. Je te parle pas, d'être, Ouais. monsieur social, d'être Hitch, d'aller en boîte de nuit et de brancher n'importe qui, ça Mmh. on s'en fout. Mais être un bon communicant avec son athlète ou avec les personnes qui nous sont chères, je pense que c'est la clé, de quelque chose, qui, malheureusement est trop peu présent dans notre quotidien. Et c'est pour ça Yes, que la yes. méditation, pour ma part, la méditation, moi, le point central de ma méditation personnelle. Ce que je suis en train de te Mmh dire, mh. c'est le point central de ma méditation. À chaque fois que je médite ou à chaque fois que je prends du temps pour moi ou que je fais une introspection ou un feedback sur moi-même, mais c'est presque tout le temps le même, hein, mais c'est comment je peux encore mieux comprendre les gens qui comptent pour moi. Alors ça peut être sur le domaine familial, ça peut être sur le domaine professionnel, mais ça peut surtout être sur le domaine sportif. Mmh. Mmh. Et Et donc quand même j'arrive aussi à dans ouais, excuse-moi, vas-y. dans tes interactions justement, avec les autres, tu essayes justement d'être dans cette qualité de présence et d'observation pour voir si, ça passe pas et Toujours, réajuster en permanence? toujours, toujours, toujours. J'essaye toujours, d'être dans la compréhension, d'être, dans l'écoute. J'écoute beaucoup, je parle souvent après, mais Mmh j'écoute mh. beaucoup. J'écoute beaucoup et après je parle. Mon associé, Johan, pourrait te le dire. Je peux écouter pendant très longtemps avant de parler parce que justement j'essaye d'écouter, de comprendre le langage que parle la personne ou le langage que parle l'athlète et après j'essaye ou de faire passer mes convictions ou alors d'avoir une interaction sociale ou sportive, mais ça n'est que comme ça que j'évolue, ouais, effectivement. Yes, yes. OK, cool. Je voulais qu'on parle aussi maintenant un peu de compétition ou qu'on parle peut-être de combat si on reste sur le MMA et le jiu-jitsu brésilien. Ouais, Ce qu'on disait sur la méditation, la lucidité et cetera, c'est un super travail en amont pour travailler cette qualité de présence, de concentration, de calme, de gestion du stress, des émotions, donc d'entraînement mental, tout l'entraînement mental en amont du combat, de la compétition. Maintenant, selon toi, dans le feu de l'action, dans la cage, sur le tatami, comment on peut, maintenir cet état de calme et de concentration optimal? Parce qu'on peut pas s'asseoir et méditer pendant ce moment-là, tu vois? Qu'est-ce que sur quoi on peut se reposer dans le feu de l'action pour maintenir un bon niveau de calme et de concentration qui va nous aider à performer? alors ce que tu dis est très intéressant parce que du coup, en fait, on a eu ce débat-là justement à Bordeaux la semaine dernière quand on parlait Mmh. justement de la préparation mentale. J'ai eu cette question de, «Ouais, mais c'est bien sympa ce que tu es en train de nous dire, mais par contre, quand on est à l'inter-round et qu'on a qu'1 minute pour, entre guillemets, se ressourcer, des 5 minutes où on vient de se prendre des pains dans la gueule et où on a été peut-être dominé et donc du coup c'est compliqué. Ou Mmh. alors, par exemple, là, tu vois, je pense aux championnats d'Europe qui sont actuellement en train de se dérouler au moment où on enregistre ce podcast et où ils Ouais. sont 70 par poule. Ça veut dire que les Ouais, mecs par vont combattre tous catégorie, les ouais. quarts d'heure.
Mmh, 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 mmh. Donc, du coup, pour moi, le travail, le plus optimal à faire, c'est justement sur la concentration et la gestion du stress. On parlait tout à l'heure des respirations pranayama et de la visualisation. Encore une fois, il faut parler le langage de l'athlète. Si l'athlète, il a besoin de bruit pour se galvaniser et de rester concentré et en cohésion avec la compétition, il faut pas chercher Ouais. à l'isoler. Par contre, Mmh s'il mh. a besoin, d'avoir son casque et d'avoir, peut-être des bruits blancs, moi j'ai préparé quelqu'un, je citerai pas son nom, j'ai préparé quelqu'un qui avait besoin d'un bruit blanc. Il avait besoin, de bruit de tu sais, tout ce qui est machine à laver et autres. Il avait besoin de se Ouais, sentir ouais, chez ouais. soi. Ouais, exactement, ouais. OK. Un athlète, très connu en saut à la perche, pour être précis. Et du coup, en fait, au début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire lui? Il veut des bruits de machine à laver et tout le bordel». Donc on avait enregistré des pistes audio chez lui, de son chat qui ronronne, tout ça, parce que justement mais encore une fois, parce que j'avais pas C'est compris son langage. mmh mh, mmh. Et une Mais fois c'est que énorme, j'avais c'est énorme. comment? C'est énorme, je encore une fois, en fait, il y a pas une réponse globale. Il faut savoir, toi, qu'est-ce qui te permet de te mettre dans ta bulle, d'être dans un état de calme et de concentration, C'est ça. optimale. Sauf que la plupart des et c'est malheureux, mais la plupart des coachs, ne pensent que: «Allez, vas-y, on se remet, vite dans le truc, prends un Snickers, prends un» déjà, ils vont donner des boissons sucrées alors que c'est pas forcément le but. Au niveau Ouais. enfin, voilà, c'est au niveau de la récupération, du recovery, c'est pas forcément ouf. Ils vont essayer de se Mmh mh, mettre mmh. les pieds vers le haut et de fermer les yeux alors que du coup, il faut forcément pas endormir le SNC. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut pas forcément travailler, et des choses qu'il faudrait travailler qui sont pas travaillées. C'est pour ça que du coup, en fait, il faut encore une fois parler le langage de l'athlète et faire en sorte que du coup, de trouver des solutions adaptatives qui vont faire en sorte que l'athlète arrive à retourner à une cohérence cardiaque optimale, Mmh. une fréquence respiratoire optimale et surtout un état mental optimal pour Ouais. pouvoir aller au combat, soit en jiu-jitsu brésilien 10, 15, 20 minutes après, ou alors en MMA, repartir directement la minute d'après. Alors en MMA, c'est un peu Mmh. plus compliqué parce que pendant la minute, il y a le cutman qui fait son taf, il y a le Ouais. préparateur physique et mental qui sont en train d'expliquer pourquoi on est en train de gagner le round et pourquoi on est en train de le perdre, et de mettre, entre guillemets, en lumière le fight plan qui va se dérouler sur la reprise d'après. Donc c'est un peu Mmh. plus compliqué, mais ça, c'est plus travaillé en amont. Mais c'est vrai que ça reste encore une fois par exemple, tu vois, je vais te donner 2 exemples. Il y a 2 types de corners. On va parler en MMA et en jiu-jitsu brésilien. Il y a 2 types de Ouais. corners et 2 types d'entraîneurs. Quand va sonner la cloche et que du coup on va mettre le tabouret dans la cage, il y a l'entraîneur qui va dire: «Bon écoute, là en fait ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé ça, 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 ce qui fait que du coup on est en train de perdre la reprise. Donc moi, ce que je te conseille et ce qu'on a travaillé, c'est ça, 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 ça. Et ça énumère le fight plan. Et tu as le deuxième coin. Putain, mais t'as vu ce qu'il te fait? T'as vu ce qu'il est en train de te mettre? Mais c'est quoi ce délire? Tu vas le laisser faire ça? On a travaillé, on a travaillé. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Montre-lui comment on travaille. Il y a des Mmh. mecs sur qui ça va marcher, Ouais. mais il y a des Faut mecs sur qui savoir ça s va pas ouais. marcher du tout. Mmh. Il y a un aspect très, rationnel, très analytique et un aspect très émotionnel et donc il faut Et jauger, exactement, qu'est-ce qui exactement. convient le mieux à Mais, l'athlète, quoi. mais comme je le disais tout à l'heure, c'est que là, on a affaire à deux langages. Mmh. Et il suffit que le langage ne soit pas adapté au boxeur que tu as, bah, ta préparation mentale, elle fout le camp. Et tu auras beau avoir travaillé 1, 2, 4 mois avec le gars, si le jour de l'échéance, tu lui parles dans un langage qu'il ne comprend pas, ou alors un langage qui n'est pas le bon, parce qu'il n'est pas bête, il va comprendre ce que tu lui dis, mais il va se dire: Mmh. «Oh, il m'a jamais parlé comme ça et là, il me parle comme ça». Et ben toute la préparation mentale et j'en ai fait les frais, hein, c'est pour ça que je te parle en connaissance de cause, c'est pas bon. C'est pour ça que du coup, vraiment la préparation mentale, le jour J de toute façon, la préparation physique le jour J, elle n'est que le fruit du travail que tu as fait en amont. Mmh. La préparation Ouais, mentale, c'est vraiment ce qui va conditionner la victoire le jour J. ouais. La victoire le jour J,
La seule différence qu'il va y avoir entre le gagnant et le perdant, ça va être soit la technique, soit le Mmh. mental. Ouais, parce que manque de concentration, manque de gestion des émotions et Exactement. Et tu vois, qu'on parle de mmh, mon fils qui a 2 ans et demi ou qu'on parle du champion du monde de l'UFC qui combat en 5 x 5, eh beh, gestion des émotions. mmh, ultra important et c'est vrai, du on en revient à ce qu'on disait un peu, c'est des choses finalement qu'on nous apprend pas, ni à l'école, ni, je pense très peu dans notre milieu familial, heu, même, dans l'apprentissage et dans l'enseignement des arts martiaux. C'est pas forcément intégré, à tous les dojos, à toutes les académies et tous les clubs, cette question de la préparation mentale, Mais parce de qu'on est, l'entraînement. encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est conditionné dans un monde où tout doit aller très vite. On doit Mmh mh. arriver à être champion d'Europe IBJJF en 2 ans. On est conditionné à être ceinture violette en 6 mois. On est conditionné à aller combattre à l'ARES, au KSW ou dans n'importe quelle organisation de MMA en 1 an et demi. On est conditionné à faire Paris-Bordeaux en 1 heure. On est conditionné à, je peux te citer des exemples comme ça pendant, Mmh, longtemps. mmh. Sauf que du coup, bah, on a oublié de se poser, de regarder ce qui se passait à droite, à gauche, de regarder le monde évoluer, de regarder son fils grandir, de s'écouter, d'écouter les douleurs qu'on a, d'écouter le bonheur qu'on a quand on met son kimono, d'écouter le bruit. Moi, j'adore par exemple, tu vois, c'est tout con, mais j'adore le bruit quand je fais mon nœud de ceinture. Tu vois, je fais mon Ah, nœud et cool, quand je le ouais, tire. ouais. Moi, Ce bruit. j'adore la sensation. Tu vois? Il y en a qui Ouais, sont ouais, plus voilà. auditifs, d'autres moi, j'adore la sensation de la ceinture qui se noue et tout ça et ça, c'est un truc sur lequel justement, c'est des portes d'accès, en fait, à l'instant présent, tout ça. Le fait d'écouter, de ressentir, de voir aussi, qui rentre dans le dojo et pose les pieds sur le tatami et prend vraiment le temps de ressentir le contact du tatami sous ses pieds Mais ou le contact exactement, du tatami exactement, du kimono sur sa peau et cetera. C'est des petites choses exactement. comme ça qu'on développe et qui nous permettent d'être totalement dans l'instant et donc d'autant plus concentrés, après quand on combat. Ouais, c'est exactement ça, de comme tu disais quoi, de kiffer l'instant présent et de vraiment faire en sorte de se dire: «OK, donc là, je suis en train de mettre mon kim, j'ai cette sensation-là, c'est vraiment cool, je vais passer un bon moment, je vais passer, un agréable, ouais, une agréable matinée, une agréable après-midi en fonction du moment quand tu roules et tout ça» et c'est vrai que ça se perd, plus notre métier est mis en lumière, plus ça se perd. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, le jour où des gens comme toi et moi seront intégrés de manière très factuelle dans chacune des écoles, au même titre qu'un entraîneur, et que du coup, les problèmes de santé mentale ou alors l'envie L'entraînement d'optimisation ment de la ouais. performance sera prise en compte comme elle devrait l'être, on aura fait un grand pas. Mais je perds pas espoir parce que du coup, de plus en plus de gens et de plus en plus de grandes écoles, il y a qu'à voir les grosses écoles. Tu prends des mecs comme Fernand Lopez avec la MMA Factory ou même Manu Fernandez avec Pythagore, avec lequel je travaille, comme tu le sais, depuis 20 piges. On a toujours mis ça en place et on a le palmarès que tu connais. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais quand les gens Mmh. arriveront à comprendre que la préparation mentale fait partie de la préparation physique et que sans ces deux aspects-là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, sans maîtrise, la puissance n'est rien, ben c'est exactement ça. C'est exactement Ouais. ça. C'est pour ça que du coup, Moi, j'aime beaucoup l'image que prenait Bruno Le Gall, donc qui a été entraîneur de l'équipe de jiu-jitsu de l'équipe de France de jiu-jitsu Newaza, qui a une grosse carrière aussi en tant que jiu-jitsu. Lui, il parle de la performance sportive comme d'une chaise avec 4 pieds. Le technique, le tactique, le physique et le mental. ouais, Et il explique très bien qu'en fait, s'il y a un pied qui est plus court que l'autre ou qui est plus fragile ou qui manque un pied, forcément, tu t'assois sur une chaise qui est bancale. Et ouais. celui en face qui aura une chaise avec 4 pieds stables, bien solides, ben, il partira avec un avantage certain. Alors, j'ai Et exactement la même, souvent, c'est le pied du ouais. mental qui est un peu plus fragile que les autres. J'ai exactement la même image que Bruno. Je l'utilise souvent, mais dans un autre, registre, tu vas la comprendre. Mmh. C'est que j'ai toujours, exactement les mêmes items sur la chaise, mais des fois, je dis que du coup, tu peux quand même aller au combat avec 3 pieds. 3 pieds, ça fait un tabouret. Ouais. Mmh. Mais par contre, si tu enlèves encore un truc, et ben, tu plus que 2 pieds et là, 2 pieds, tu tiens plus.
Ouais. Donc, c'est pour ça, que ça soit la chaise bancale ou le tabouret, au final, on revient à la même image et à la même métaphore. Mais c'est vrai que du coup, il y a des points qui deviennent non négligeables et pour reprendre la métaphore de Bruno que je connais très bien, hein, ou alors, Mmh. ma métaphore, si tu veux aller au combat, essaye d'y aller avec une chaise stable ou alors essaye d'y aller avec un tabouret qui tient, mais en aucun cas, vas-y avec une chaise bancale ou alors avec un tabouret dont tu sais qu'il y a un pied qui va péter. Ouais. C'est cette question de l'équilibre encore, mais qui est au cœur de la philosophie, je pense, des arts martiaux traditionnels. L'équilibre du corps, l'équilibre de l'esprit, et c'est Exactement, on appelle ultra ça important. l'homéostasie. On n'a rien inventé, Mmh. encore une fois. C'est une Mmh. notion physiologique, médicale et psychologique qui date d'il y a très longtemps. Et encore une fois, on ne fait que la remettre au goût du jour parce que du coup, que ça soit dans le domaine sportif ou dans le domaine, on va dire, socio-culturel et économique dans lequel on vit, bah, il faudrait se rattacher à ça pour vraiment avoir des humains un peu plus épanouis, que ça soit sur le tatami ou en dehors. Yes. Très beau message encore, merci Michael. Avec plaisir. Et je voulais te demander, toi, justement, dans ta carrière de préparateur physique, mental, donc d'accompagnant, d'athlètes, notamment dans les arts martiaux, à optimiser leur performance, quelle a été ta plus grande surprise un peu? Heu, Ma plus grande surprise, hem, ma plus grande surprise, hem, Dans j'ai envie de te l'accompagnement d'un athlète, dans un résultat, je sais pas, dans un protocole d'entraînement? en fait, j'adore être surpris, donc si tu veux, je fais en sorte d'être presque surpris au quotidien. Ce matin Mmh. encore, j'étais, au téléphone avec, le poids lourd dont on est en train de s'occuper avec Manu Fernandez là pour, Mmh. l'emmener au plus haut niveau. J'ai été surpris par ses réponses, j'ai été surpris par, la facilité, qu'il avait à exécuter, l'entraînement que je lui ai donné. J'ai été surpris, par, la manière dont il abordait la préparation physique que je suis en train de lui mettre dans la gueule, qui est vraiment hardcore. Il combat le 4 mars, on est à 6 semaines de l'événement, je ne l'épargne pas et il y va comme si de rien n'était. Donc il y a toujours des choses qui m'étonnent, toujours des choses qui, entre guillemets, me subjuguent parce que quand tu parles à un mec qui a 23 ans, qui fait 130 kilogrammes et qui t'enchaîne les entraînements ou les sparring, comme si c'était des Kinder Bueno ou des Chocobons, tu te dis: «OK, bon, il y a un truc là», tu vois? Et pareil, quand on préparait les championnats du monde de jiu-jitsu brésilien avec Julien Da Silva avec Abdul Abdouragimov, pour moi, ce sont les 2 plus gros jiu-jitsuka et les 2 plus gros grappleurs français. Ouais, OK. C'est les 2 plus gros talents, c'est des génies. C'est très simple, c'est des génies. Mmh. Abdul et Julien, ce sont des génies. Après, tu as Manu qui est En un mec qui a 3 poumons, enfin, tu sais, tu comprends pas, où est-ce qu'il a été chercher son corps. Mais des mecs comme Julien, c'est des génies. Des mecs comme Abdul, en c'est des plus, génies. Et des ça, tu monstres vois, de c'est vrai que travail et d'entraînement, non? comment? En plus d'être des monstres de travail et d'entraînement et de Ouais, bon alors discipline ça et après c'est encore autre chose, mais c'est vrai que du coup, tu vois, quand tu me parlais, de choses qui m'ont étonné dans ma carrière, ouais. je pourrais te citer ça aussi. Je pourrais te citer, Julien Da Silva, on s'entraînait, chez nous à Fontaine-le-Comte, à côté de Poitiers et après on allait se reposer chez moi dans ma maison, on se mettait dans la piscine et du coup on s'était fait des entraînements de fou, aussi bien mental que psychologique parce qu'on travaillait sur ces 2 items Mmh. et il t'avalait ça d'une facilité déconcertante et il y a des gens, en fait, qui sont faits pour ça. Ils sont faits Mmh. pour, comprendre le langage dont tu es en train de leur parler. Ils sont faits pour comprendre, les techniques en jiu-jitsu brésilien, il y a pas besoin de leur montrer 3 fois. Ils sont faits pour, les reproduire à l'exactitude comme ils l'ont fait à l'entraînement et il y a des gens pour qui, être sur le tapis le jour de la compétition ou être dans la cage le jour de l'événement, bah, c'est la partie la plus facile du travail. Et ça sera Mmh. toujours quelque chose qui m'étonnera, moi, en tant que préparateur physique ou préparateur mental, parce que, quoi qu'on en dise, ça reste la domination d'un homme sur un autre.
Mmh. Le jour de l'événement, le jour de l'échéance, ça reste la domination d'un homme sur un autre. Et c'est vrai que l'aspect mental sur cet aspect, domination, des fois, elle peut faire peur, des fois, elle peut, galvaniser, des fois, elle peut, vraiment, rendre hystérique, au contraire, à la limite du bagarreur et autres. Mais il y a des gens, justement, comme Abdul, comme Julien, comme Manu, qui sont des gens calmes dans la vie, qui sont respectueux, qui sont gentils, qui sont vraiment très passionnés et qui en fait vont avaler les prépas physiques et les prépas mentales comme des gens, ouais, vraiment comme des génies, quoi. Enfin, moi, j'aurais toujours cette image de Julien où on préparait les championnats du monde de jiu-jitsu brésilien à Long Beach aux États-Unis. On n'est pas en Mmh. train de parler de la partie de tarot que tu vas faire après le bocal de pâté chez ta grand-mère, tu vois. Mmh. Et c'est des Mmh. mecs qui ont une facilité, déconcertante qui fait que du coup, toi, quand tu es spectateur de tout ça et que tu vois l'athlète évoluer et que tu vois, bah, les titres arriver, les titres gagnés et que du coup tu te dis: «Putain, c'est génial parce que ce qu'on est en train de mettre en place, ça marche, ça paye». Ça restera pour moi, les grosses victoires une des grosses victoires que j'ai eues. Julien m'a fait bah, Julien d'ailleurs, c'est le parrain de mon fils et c'est vrai que c'est, énormément de choses qu'on a vécues ensemble, dans les années 2010, vraiment, qui étaient, ouais, très, très, très éprouvantes pour moi et on a vécu de belles choses et c'est vrai que tu parlais de choses qui m'ont vraiment étonné. Moi, ce qui m'étonnera toujours, c'est, la faculté de certaines personnes, à gérer le stress et à gérer, justement le quotidien parce que justement ils ont certaines facultés, psychologiques qui font que du coup ça fait d'eux des athlètes hors normes et on l'a encore vu avec Ouais. des gens comme Abdul ce week-end, qui, après être Mmh. dominé sur 4 rounds et demi, des pieds à la tête, tu sorti une clé de genou de derrière les fagots, qui arrive de nulle part. Si là on n'est pas sur de la prépa mentale pure et dure, alors je connais son entraîneur, Mmh. hein, Beto, je connais Clément, c'est son préparateur mental et préparateur physique, et surtout Beto, c'est son prof de jiu-jitsu, son prof de MMA, Ouais. à La Chapelle-sur-Erdre dès l'arrivée à Nantes. J'ai travaillé avec eux pendant des années. Là, on est clairement sur un aspect mental. La victoire d'Abdul ce week-end est clairement sur un aspect mental. Tu peux pas te Ouais. faire dominer comme il l'a été, par le Polonais sur 4 rounds et demi, tu te rends compte? Ça fait 24 Mmh. minutes 30 de combat à prendre des pains dans la gueule parce que tu es en butterfly et que tu arrives pas à trouver une sortie et le mec, d'un coup d'un seul, il te sort une clé de genou. Non, non, cette clé de genou, elle Ah, devrait être enseignée dans ça demande justement un calme, une concentration, une lucidité, une comme gestion des émotions Ex exceptionnelle, ouais, exactement. complètement. Comme je te disais tout à l'heure, ça demande il y a eu aucune perte de lucidité pendant ces 25 minutes-là. Il y a eu aucune perte de sang-froid. Il y a eu une gestion du cardio, une gestion du combat, une gestion du fight plan. C'est pour ça que du coup, il se mettait en butterfly pour essayer de récupérer le maximum parce qu'il savait très bien que le mec l'aurait pas soumis parce que, soumettre Abdul, Julien ou des gens comme ça, bah, faut se lever très tôt quand même, hein, Ouais. faut être honnête, hein. Mmh mh. Mmh. Et du coup, c'est Et vrai ouais, que, avoir, une gestion mentale d'un combat comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau à voir et rien que pour ça, le métier qu'on fait, je l'arrêterai jamais parce que, c'est ce qui me permet, mmh, bah, justement comme, le demandait ta question, bah, d'être étonné au quotidien et moi j'adore être étonné. Je trouve ça ouais, ouais. magique. Mais là, les exemples que tu utilises, illustrent hyper bien justement cette importance d'équilibre entre le bien-être, l'épanouissement personnel et la performance sportive. Les mecs dont tu parles là, c'est des mecs, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, qui sont équilibrés, qui sont épanouis, qui ont une personnalité aussi qui fait que ça se retranscrit, ça se voit dans leur performance sportive après. Mais exactement et tu prends des mecs comme, comme Manu Fernandez, moi, tu vois? Au début, quand je suis arrivé la première fois à Pythagore, c'était à la Salle Verte à Cognac, je m'en rappelle très bien. Bon, ça date de il y a plus de 20 piges
Mais ce qui me Mmh. faisait marrer et ce que je comprenais pas, c'était qu'on tournait, donc on tournait en jiu-jitsu, en MMA, on faisait des sparring lourds parce qu'à l'époque, il y avait, de gros combattants là-bas. Il y avait vraiment, la Mmh. fine fleur de tout ce qui se fait de mieux en France, avec deux trois écoles françaises comme Hatch ou alors, la MMA Factory. On était vraiment, c'était à l'époque où Fred Fernandez était, un des plus gros matchmakers français. Donc, du coup, heu, on se mettait des parpaings de l'espace et après on allait boire une bière. Et c'est là où en fait j'ai compris que du coup, le credo de l'Académie Pythagore, et c'est pour ça que du coup je suis chez eux depuis 20 ans, que, il se passe tout ce que tu sais et que, j'y suis vraiment très attaché au point de l'avoir tatoué dans la peau, c'est que du coup, l'Académie Pythagore, c'est vraiment tout faire sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et Mmh. c'est cette homéostasie, justement, comme on le disait tout à l'heure, qui permet d'avoir un équilibre entre le fait d'être technique, d'être physique et d'être mentalement présent, mais justement d'avoir cette compensation avec, comme on le disait, ce calme, cette non prise en sérieux, le fait d'avoir un travail sur soi-même qui fait que du coup, on peut être très compétent sans forcément avoir le boulard qui passe pas dans des portes de secours. C'est très important. Et ça, c'est encore une fois en préparation mentale de la protection et de la gestion de conflits d'ego qui sont très importants. Alors Fred et Manu l'ont fait inconsciemment et l'ont inculqué à leurs élèves. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, on est sur des gens qui ont avant tout des valeurs humaines très importantes, qui se ressentent sur le tapis. Et forcément, bah, après, nous, en tant que préparateur mental, c'est génial parce que du coup, on arrive dans des écoles qui sont déjà formatées pour avoir une pratique et une gestion de l'effort qui est géniale. Et moi, je sais que j'adore travailler avec les pythagoriciens. Yes, excellent, ouais. Ça me fait penser à ce qu'on disait par rapport à la discipline, où finalement, la discipline, on l'associe souvent à la discipline d'entraînement, la discipline de l'alimentation, la discipline de récupération même, qui ça encore pour les sportifs, c'est pas toujours, top. C'est Mais il y a encore autre aussi chose, ouais. cette discipline morale, le fait d'être, complètement en accord avec tes valeurs, avec ton éthique. C'est une forme de discipline aussi qui me paraît hyper importante. C'est exactement ça. Bah, la devise de Pythagore, c'est Nunca desista et persista. Ça veut dire ne jamais abandonner et persister en brésilien. Alors, c'est une Mmh. devise qui, justement, bah, trouve toutes ses lettres de noblesse dans le jiu-jitsu brésilien et dans le MMA. Mais encore une Mmh. fois, c'est Nunca desista et persista, mais dans la bonne humeur et dans le fait du respect de l'autre, de la bonne humeur, Mmh mh. de la Mmh. gestion de soi, de la gestion de ses émotions. Il n'y a jamais de concours d'ego, jamais de problème ou autre. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, pour eux, depuis toutes ces années, et ça continuera autant que ça doit continuer parce que c'est vraiment génial de travailler comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça serait vraiment sympa et cool que tous les athlètes puissent pas se calquer sur le modèle de Pythagore, bien entendu, mais apprennent à plus, comme on vient de le dire tout au long de ce podcast, à plus d'introspection sur eux-mêmes, à plus de conscience psychologique, plus de conscience physique, plus d'écoute de soi et plus d'écoute d'un préparateur mental ou d'un préparateur physique qui va les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. Énorme, énorme et j'en profite pour saluer, du coup, toute la bande, de Pythagore. J'espère passer les voir bientôt. Et Voilà, je parle en leur nom, mais je pense que la porte t'est grande ouverte, il y a aucun souci. C'est vraiment, ouais, c'est Fred et Manu, quoi. Manu et cool, Fred, quoi. cool. C'est Boule et Bill, quoi. C'est Voilà, bah, incroyable. ça fait plaisir. C'est des gens qui m'ont ouvert leurs portes, je te dis, il y a plus de 20 ans. Et on est encore là, que ça soit moi ou eux. Ils sont dans le haut niveau en MMA depuis 1997. Donc, Mmh. c'est des gens qui ont un palmarès long comme le bras et qui, en plus d'être des pionniers en MMA et jiu-jitsu brésilien, sont des monstres de gentillesse. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est ce que j'aimerais retrouver dans les académies de jiu-jitsu brésilien et de MMA, c'est vraiment le fait de tout faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, Yes, c'est vraiment yes. quelque chose qui me tient énormément à cœur. Beau message encore. Michael, aujourd'hui, tu as,
Beh, tu as quand même, beaucoup d'expérience dans le haut niveau, dans le très haut niveau. Tu as vécu plein de choses, en tant que, que préparateur, que coach, qu'entraîneur dans le haut niveau, dans le très haut niveau, dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge après tout ça? Beh, j'en ai un peu je l'ai un peu dévoilé, tout à l'heure, Mmh. on avec Manu, on a la chance d'avoir, quelqu'un au sein de l'académie qui a, toutes les capacités, physiques et mentales et c'est là où je trouve ça vraiment cool. C'est que le travail qu'on fait avec lui, est vraiment qualitatif, sur le mental. C'est incroyable, c'est vraiment cool. Donc du coup là, moi j'ai, 2 athlètes, que je prépare personnellement, cette année. Un, qui a été au plus haut niveau en jiu-jitsu brésilien et qui va revenir sur les devants de la scène, qui a gagné énormément de titres, et qui a eu, des problèmes, physiques. Donc du coup là, on travaille sur son retour. Donc là, on est sur une grosse, grosse, voire presque même, uniquement une préparation mentale. Mmh. Et j'espère vraiment qu'il va tout déchirer cette année sur les Open, qu'on s'est fixés. Il se reconnaîtra. Encore une fois, je cite pas les noms. Et pareil, pour, le poids lourd qu'on est en train de travailler, Manu veut, le mettre sur les plus gros événements, français et internationaux et c'est vrai que du coup, on va se donner tous les moyens, mais quand je dis tous les moyens, c'est, on va aller chercher vraiment au maximum pour vraiment faire en sorte que, le MMA français, européen, voire mondial, puisse se rendre compte qu'un génie de 23 ans est en train d'arriver sur le circuit. Donc là, Ah, bah, c'est actuellement, cool. mais Mmh. comme tu me le demandais, mes deux objectifs cette année, c'est de remettre en selle, même si cette métaphore ne me plaît pas énormément, mais c'est de redonner confiance et d'accompagner un combattant que j'aime beaucoup, donc en jiu-jitsu brésilien, pour qu'il retrouve le niveau qu'il avait précédemment avant ses blessures, pour que du coup, simplement on rekiffe quoi, qu'on ait le sourire, qu'il ait le sourire quand Mmh. il soit sur le podium et que moi je sois, en train de le prendre en photo avec le sourire. Ça c'est, le premier des objectifs pardon et le deuxième c'est, d'être dans le coin, du poids lourd qu'on est en train de préparer avec Manu et pareil d'avoir, le sourire aux lèvres quand il va soulever des ceintures et qu'on puisse vraiment, faire en sorte que du coup, il soit, le fervent défenseur des valeurs de Pythagore en MMA au niveau international. Voilà mes 2 objectifs, on va dire professionnels, sur le MMA et le jiu-jitsu brésilien et après au niveau personnel, c'est juste, accompagner mon fils, dans sa rentrée à l'école. Ça, c'est moi qui vais devoir faire une préparation physique sur moi-même. Préparation physique, mentale, tout. Ah ouais, là, surtout préparation mentale parce que, quand tu vas, à Mmh. mon avis, laisser ton fils le matin avec son cartable Spiderman et que toi tu vas aller au travail et tu vas te dire que ton fils est parti, dans une nouvelle sphère sociale et que ça y est, Mmh. et la première étape c'est, rentrer à l'école, la deuxième étape c'est le permis, hein, ça se passe comme ça, hein. Donc, du coup, il tu vas le laisser à l'école et ouais, je pense que aussi bien, avec mes 1,88 m et 130 ou 140 kilos en fonction de l'année comme tu veux, la petite larme va partir. Donc voilà mes chevaux de bataille, cette année. OK. Ben Mickaël, franchement, moi, je te souhaite énormément de réussite et beaucoup de bonheur dans tous ces challenges, pareil pour les sportifs que tu accompagnes et pareil pour ton fiston aussi. Vraiment Ouais, beaucoup merci, c'est de gentil, c'est réussite gentil. et de bonheur. Mmh. Ben moi, pareil, hein, On va ouais. je te souhaite énormément d'auditeurs, d'auditrices. Je te souhaite énormément de médiatisation sur le travail que tu fais parce que je trouve qu'il est pas assez mis en lumière et c'est bien dommage que certains pimpins d'internet et certains mecs qui n'ont pas forcément la légitimité ou autre aient une fenêtre de tir énormément grande à base de milliers d'abonnés et prêchent une parole qui n'est pas forcément la bonne et que des gens comme toi n'aient pas la médiatisation ou alors au moins l'ouverture médiatique qu'ils méritent. Moi, vraiment, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais que les sportifs ou alors les gens se réveillent et que du coup,
rendre à César ce qui est à César, ou alors la légitimité pour avoir un discours cohérent revienne un peu au centre du débat, et que des gens comme toi puissent être un peu plus écoutés. Ça aussi, ça serait sympa, quoi. Donc moi, c'est ce que je te souhaite pour cette année, et j'espère que du Yes. coup, la, la, le travail que tu fais et la qualité de tes podcasts et des essais et des bouquins que tu sors soient vraiment mis en lumière et mis en valeur. Bah, c'est cool, merci. On va dire que, dans Méditation, que ça soit, dans le podcast, l'accompagnement de sportifs, les interventions que je peux faire ou les petits, contenus que je partage, j'essaye toujours de privilégier la qualité à la quantité et voilà, c'est ça ce qui m'anime donc moi je me concentre vraiment sur la qualité de ce que je peux proposer avant tout. Et Parfait. avant de terminer, là, on arrive à la fin du podcast. J'ai toujours des petites questions que je pose à tous les invités. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, la préparation mentale, sur les quelque chose qu'on Non, peut-être on aura ouais? non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a donné nos convictions Yes. personnelles, on a donné un petit peu, notre avis sur, le jiu-jitsu brésilien moderne et le MMA moderne. Et non, moi après la seule chose que j'aimerais rajouter, c'est vrai que du coup, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent et à toutes celles qui nous écoutent que du coup, n'hésitez pas à faire appel à un préparateur physique ou surtout un préparateur mental, parce que comme on l'a dit au cours de ce podcast, eh beh, c'est pas du tout une tare d'aller consulter un préparateur mental, bien au contraire. C'est se donner la chance d'optimiser sa performance, et encore une fois, qui ne tente rien n'a rien, et se donner la chance d'exceller. Et ben du coup, c'est vraiment essayer d'avoir toutes les clés pour ouvrir toutes les serrures. Et du coup, j'aimerais bien que les gens arrivent à démocratiser un petit peu le métier de préparateur physique, d'arrêter de penser que c'est uniquement pour les sportifs de haut niveau, d'arrêter de penser que du coup c'est uniquement pour un mec qui prépare les Jeux Olympiques, ou alors de préparer un championnat du monde. Alors oui, c'est vrai que un sportif, un Olympien, ou alors quelqu'un qui va au championnat du monde n'ira pas sans préparateur physique, c'est clair. Mais encore une fois, qui peut le plus peut le moins. Et si c'est pour se sentir mieux dans sa tête et mieux dans son corps, même au niveau régional ou même au niveau tout simplement personnel, n'hésitez Mmh. pas à aller voir quelqu'un qui connaît un préparateur physique ou préparateur mental, qui pourra vous aider justement à optimiser votre performance, ben, comme je viens de le dire, qu'elle soit physique ou mentale. Yes, le message est passé. Merci Michael. Petite question du coup, 3 petites questions pour terminer le podcast là. Est-ce que tu pourrais recommander un livre? Si je devais recommander un livre, j'en ai 2 en tête vraiment. C'est Le pouvoir du moment présent, donc d'Edgar Tolle. Yes. Heu Indispensable. comment? Indispensable à lire. Indispensable, ouais. Mmh. Je trouve qu'il est vraiment, 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 bien écrit. Pour ceux qui ont la flemme de lire, n'oubliez pas qu'il y a les e-books, et ça vraiment les livres audio, c'est Livre vraiment, audio, ouais. vraiment sympa à lire. Après j'aurais, Paul Jaubert qui a écrit Méditation dernièrement, qui est vraiment, un petit essai de 23 pages, mais qui est, pour le coup, vraiment qualitatif. Et après, j'aurais, le Bushido, donc le code d'honneur des samouraïs, mais qui est un petit peu, il faudrait prendre les versions simplifiées parce qu'on est sur un gros livre. Et sinon après, moi j'aime bien Le miracle de la pleine conscience. Ça, c'est un livre sur lequel aussi Yes. j'adore beaucoup. C'est Thich Nhat Hanh qui a Mmh. sorti ça. Et c'est des livres sur lesquels j'aime beaucoup me pencher. C'est des livres que je relis souvent. C'est des livres, faut Ouais. savoir que je lis énormément. Je lis énormément, j'écoute beaucoup de podcasts et je suis beaucoup sur tout ce qui est livre audio. C'est pas rare que je me tape des fois 4 livres dans la semaine. Mmh. Et voilà. Et après, sinon, donc ça, c'est sur tout ce qui est préparation mentale. Et sinon, après, sur tout ce qui est préparation physique, la Bible restera toujours et sera toujours le guide des mouvements de musculation par Frédéric Delavier. Que ça soit sur une approche anatomique, que ça soit sur une approche sur l'exécution des mouvements ou autre, vous ne pourrez jamais apprendre quelque chose dénué de sens dans un livre de Fred Delavier.
C'est quelqu'un avec qui Yes. j'ai eu la chance de travailler, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance d'énormément parler. J'ai fait des démonstrations au Salon mondial du body fitness avec lui, que ça soit avec lui ou Michael Gundil. C'est des gens qui ont 20, 30, 40 ans de passion dans leur métier et qui ont une connaissance en biomécanique adaptée au MMA, parce qu'il faut savoir qu'ils ont énormément travaillé pour le MMA et pour le jiu-jitsu brésilien, notamment avec Yovan Delourme à Rennes. Ils ont sorti un livre qui s'appelle Musculation pour le fight, d'ailleurs, Mmh. qui est vraiment, pour moi, une bible qu'on doit forcément connaître si on est pratiquant de jiu-jitsu brésilien ou de MMA, pour pouvoir travailler les notions biomécaniques, pour pouvoir optimiser sa performance. OK. Musculation pour le fight, tu dit le dernier? Ouais, C'est ça? ouais, ouais, OK, ouais, je ouais. vais regarder celui-là, je connaissais pas. OK, bon, ben une belle petite liste de lecture là par Michael, c'est cool, merci. Ouais, t'inquiète, merci. Enfin, est-ce que, tu aurais un invité à recommander que je pourrais inviter pour parler jiu-jitsu brésilien, arts martiaux, préparation mentale? Il y a quelqu'un Un que, sportif ou un préparateur, un coach, peu importe. il y a un mec que j'aime, la manière qu'il a de travailler, dont j'aime beaucoup, c'est Daniel Warin. Daniel OK, Warin, en termes de préparation physique, je trouve que c'est quelqu'un, qui est pas assez mis en avant, qui a coaché énormément de grands noms, qui est très qualitatif, qui a énormément de savoir-faire et de savoir-être, et qui pourrait énormément plus se la péter avec tout ce qu'il a gagné, et justement qui est très humble, qui est très gentil et qui a, justement des notions d'être humain qui sont, pour moi très très, très bonne, très gentille. Et sinon, après, les 2 athlètes que je t'invite à vraiment, inviter sur ta chaîne pour des podcasts, c'est, Souk Campasat. Alors Souki, c'est, pour la petite yes! histoire, un élève à Manu, pareil que moi, de Pythagore, qui tient la Yoda Fight School, donc à Angers, Mmh. qui est un très bon préparateur physique, un très bon préparateur mental. On a la même Ouais, certification en préparation mentale. Donc yes. on a à peu près les mêmes outils de travail, et pour avoir encore passé la semaine avec lui dernière, c'est quelqu'un, voilà, qui a un éventail technique qui est vraiment bon, qui est forcément black belt de chez Manu, qui est très très bon dans son art, mais surtout qui a une approche de la préparation physique et de la préparation mentale qui est très importante et très intéressante, qui est encore une fois dans ce qu'on s'est dit, à savoir de tout faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc voilà, c'est des gens avec Ouais, qui ouais. j'aime beaucoup travailler. Alors après, voilà, il y a aussi Pythagore Royan, il y a énormément, il y a Hugo Mmh. Gaillard, il y a Julien Da Silva, qui sont vraiment des puits de science en jiu-jitsu brésilien et qui pourraient vraiment, à qui on mériterait de donner un micro tendu, pour qu'ils nous expliquent leur vision du jiu-jitsu brésilien et la notion mentale qu'ils y donnent. Mais c'est vrai que là, tout de suite maintenant, un OK, brûle-pourpoint comme ça, ouais. je dirais vraiment, des gens comme, Daniel, et surtout, bah, après, j'allais finir par le dernier parce que du coup forcément, on garde le meilleur pour la fin, mais Emmanuel Fernandez. Emmanuel Ouais. Fernandez, ça reste pour moi le pionnier du jiu-jitsu brésilien représentant Della Riva en France. Faut savoir que les 2 seuls représentants Della Riva en France, c'est, Beto Ramos, donc Beto Della Riva Nantes, Mmh. et Manu. Mmh. Manu est un élève direct de Della Riva. Mmh. Donc Manu, qui est maintenant entraîneur national de l'équipe de France en Newaza, qui, comme vous le savez, a gagné le Cage Rage, ou le Cage Warrior, pardon, excusez-moi, qui a gagné le F3X, qui a gagné les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien, qui a gagné en ceinture noire, qui a gagné, je sais pas combien de fois les championnats de France, qui a même été Mmh. champion d'Europe de nunchaku artistique. Mais tu te rends compte du truc, tu sais, le mec touche à un truc, demain il va toucher des boules de pétanque, le mec va être bon, tu vois. Donc voilà, c'est Yes. vraiment, pour moi, quelqu'un qui gagne à être connu, Manu, même si il n'a pas besoin de ce que je suis en train de dire pour avoir une Mmh. notoriété et être connu. Mais c'est vrai que la vision qu'il a du judo, du jiu-jitsu brésilien, et la manière qu'il a de travailler, euh, sont comme toi, au même titre que toi, devraient être beaucoup plus mis en lumière que certains préparateurs mentaux ou coachs de vie, comme tu peux appeler ça sur Instagram, comme tu veux, patati patata, Mmh. qui devraient vraiment avoir un peu moins de visibilité
et on devrait rendre plus à César ce qui est à César. Donc il y a plein d'académies qui sont mises en lumière à la place de Manu, tout comme il y a plein de préparateurs mentaux qui sont mis en lumière à ta place. Yes, beh, va falloir que j'accélère le rythme des podcasts là avec cette liste d'invités. Non, Mais mais c'est des vrai que invités, du ouais, coup, excuse-moi, vas-y. j'allais dire, ouais, des invités de toute façon, des noms hyper intéressants avec qui moi j'aimerais vraiment beaucoup échanger sur ces questions-là. Souk notamment, avec qui je suis un peu en contact et qui m'a invité à venir à la Yoda Fight School au mois de février pour parler, préparation mentale et méditation. Donc, j'aurai l'occasion d'échanger plus longuement avec lui et pourquoi pas faire un épisode du podcast. OK, Michael, beh, écoute, on arrive à la fin, de ce podcast. Je suis obligé de te remercier encore une fois pour Ben cet merci à toi surtout de l'invitation. passionnant, hyper intéressant. Voilà, je te souhaite que du bonheur et de la réussite. Bravo, respect pour ton parcours et merci d'avoir partagé, ton expérience et ton parcours avec nous. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir reçu. C'était un plaisir, d'échanger avec toi, d'échanger avec, bah, ta tes connaissances aussi, qu'on puisse, avoir, des points de vue convergents et divergents et merci, à ta chaîne, voilà, de m'avoir invité. J'espère que du coup, ce podcast aura et intéressera, de nombreux auditeurs et auditrices et du coup, encore une fois, merci, de ton invitation et j'invite tous les gens qui nous écoutent à télécharger, ton e-book pour être encore plus sensibilisés, aux propos qu'on a tenus, au sein de ce podcast. Yes, allez-y, c'est gratuit, c'est cadeau. Est-ce qu'on peut, si on veut en savoir plus sur ton travail, on peut te suivre, quelque part? Bah, après, moi, j'avais un Instagram, que je tenais assez régulièrement à jour et du coup, je me suis fait pirater. On était, 35 000, je crois Oh. et là, du coup, je me suis fait pirater donc j'ai un Instagram personnel maintenant qui est Michael Delaveau, donc c'est assez simple et voilà, du coup, il y a toutes mes péripéties dessus, que ce soit en combat, en jiu-jitsu brésilien, en MMA, donc forcément, en reconversion de carrière. Donc, j'ai toujours, comme tu l'as dit au début, été intéressé par le milieu du tatouage et du barbeur. Donc, du coup, j'ai ouvert un salon à Biarritz qui s'appelle Porada. Donc, on est dans Mmh. le thème. Et du coup, Mmh. c'est un salon de barbeur qui est vraiment consacré à l'univers des sports de combat. Donc, il y a même des tatamis dans lesquels tu peux te venir tourner juste avant de te faire barber ou de Énorme. te faire tatouer. Donc, c'est un concept bien unique et du coup, pourquoi je dis ça? Non pas pour faire de la pub parce que c'est pas le but, mais c'est du coup pour dire que, voilà, on peut, me suivre, que ce soit, sur mes aventures, de préparateur physique et de préparateur mental sur ma page, Instagram et sur la page, du salon pour, vraiment, voir, ce qu'on fait, qui on coiffe, qui on pique et justement si vous êtes dans les parages, de venir, dans un salon, vraiment spécialisé et dédié au sport de combat, au jiu-jitsu brésilien et au MMA. Énorme. Bon, ben allez-y, allez suivre ça. Moi, je mettrai tout ça de toute façon dans la description et puis sur Instagram et tout. OK, cool. Ben écoute, merci beaucoup Michael. Merci pour tout cet échange. Encore une fois, que du bonheur, que de la réussite et à bientôt. Allez, merci beaucoup, à bientôt, portez-vous bien toutes et tous, au revoir. Salut, merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve dans un nouvel épisode. Ciao.